Donc, je rappelle que nous sommes à la conférence table ronde limite et hybridation autour du jeu de rôle. Quelles sont les frontières de sa définition, mais aussi de sa forme et de sa nature, donc que ce soit jeu vidéo, de rôle, film interactif, bande dessinée interactive, coaching, thérapie, mais aussi dans le monde de l'entreprise et de l'éducation. En fait, aujourd'hui, le jeu de rôle devient vraiment un argument que les professionnels, les thérapeutes, les enseignants, les chercheurs utilisent dans la gamification de leur activité. Donc c'est effectivement, il se déploie dans des secteurs de plus en plus nombreux, dans le monde de la transformation, dans le monde de l'apprentissage et bien sûr donc pas seulement du divertissement. Donc c'est aussi la diversité du thème de cette année, c'est qu'on ne parle pas uniquement du jeu de rôle sous forme de loisir, mais aussi sous forme de plein d'autres activités. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut appeler jeu de rôle? Est-ce que la définition a évolué? Est-ce qu'il est protéiforme? Quelles sont vos approches à vous? Comment est-ce que vous abordez le jeu de rôle? Écoutez, je vous laisse la parole. Vous pouvez commencer à vous présenter. Qui souhaite commencer? Euh, ben, euh, à la limite, je propose que Julie, comme elle vient d'arriver, elle est toute fraîche, elle peut se présenter. Alors, moi, c'est Julie Toussaint. Je viens de finir des études en anthropologie. Et du coup, j'ai travaillé sur le jeu de rôle sur table, la narration, la question de l'IRL et du virtuel. Et du coup, je vais parler un petit peu de chercheurs, pas forcément en anthropologie, plus en narratologie, ou en sciences de l'information et la communication, qui parlent un peu justement d'hybridation, d'expansion, de narration transmédiatique qui permettent, je pense, de réfléchir le sujet de cette conférence. Merci, Julie. Qui d'autre souhaite se présenter? Je vais y aller. Du coup, moi, je suis Mathieu. Je suis président d'une association de jeux de rôle qui a été montée en 2019. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je viens d'intégrer la Fédération française de jeux de rôle depuis peu. Et puis, ça fait 4-5 ans en fait que je fais du jeu de rôle, que ce soit en association ou ailleurs. Et sinon, ça fait depuis que j'ai 8 ans en fait que je fais du jeu de rôle. Merci, Mathieu. Et Thomas. Hmm. Mathieu, on peut peut-être rajouter que ce qui justifie ta présence un peu sur la table ronde, c'est du coup ton parcours, parce que je crois que tu as plutôt prévu de nous parler de ton parcours, aussi de Oui, pourquoi tu as c'est arrêté le jeu de ça. rôle, pourquoi tu es revenu, et que Oui, en fait, dans tout ton parcours, c'est là où on va voir justement un peu l'évolution de qu'est-ce que du jeu de rôle, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ton angle, donc c'est ça, exactement, tout je à me fait. permets de préciser. Oui, Bien. oui, non, très bien. Parfait. Ça me va. Moi, je m'appelle Thomas Munier, je suis père au foyer et puis également auteur de jeux de rôle, de GN et puis de jeux chelous ils sont un peu difficiles à cataloguer, hein. Donc, bon, c'est clairement ce qui justifie ma présence là, parce que cette question de la définition du JDR, je m'y suis souvent confronté parce que c'est un peu une frontière que j'aime explorer. Et puis, bon, des fois, au niveau du public, on se prend cette fameuse remarque, ce que tu as fait, c'est bien, mais c'est pas du jeu de rôle et tout. Donc, c'est toujours intéressant un petit peu croiser le fer sur ces sujets. Bon, j'anime un blog qui s'appelle Outsider, où en plus de présenter mes créations, je fais aussi beaucoup, beaucoup d'articles sur le jeu de rôle, les jeux narratifs, la narration interactive, tout ça. Donc, c'est aussi par le biais de réflexion un peu plus générique que j'ai pu m'intéresser à la question de l'hybride, et notamment, je le dis tout de suite parce que je suis pas sûr que finalement, j'aurai trop l'occasion de le rappeler plus tard. Sur ce fameux blog, on va trouver un dossier qui s'appelle Jeux de rôle et animation, les avancées. Et justement, c'est un dossier qui référence à peu près une centaine de liens, que ce soit des podcasts, des émissions, des articles de un peu partout, hein, qui traitent du sujet du jeu de rôle à utilisation avec des objectifs autres que ludiques, donc que ce soit des jeux de rôle pédagogiques, thérapeutiques, des choses qu'on va trouver dans la formation
formation, le coaching, dans plein de domaines qui sont un petit peu extra-ludiques. Et donc, ça peut faire partie, je pense, des choses un petit peu à référencer dans le cadre de cette table ronde, quoi. Ok. Eh ben, ça m'a l'air tout à fait complet tout ça. Moi, j'ai envie de vous poser une question à tous les trois. C'est quoi la définition du jeu de rôle finalement pour vous, si vous deviez le dire en quelques phrases? Alors, faut donner celle officielle de la FFJDF ou... Non, non, spontanément, Oui. si quelqu'un vous dit, mais c'est quoi le jeu de rôle? Qu'est-ce que vous répondez spontanément? Ah ben, moi, dans mon mémoire, ça a été bien compliqué, hein, parce que tout le monde donne une définition un peu personnelle de ce qu'est le jeu de rôle pour lui, en fait. Et toi, tu as envie de répondre quoi, du coup? Ah, bah, je sais pas du tout. Alors là, j'ai pas de... En 3 phrases, en plus, ce serait bien trop court, je pense. Allez, en 4 phrases. En 4 aussi. Allez, par rapport à mon mémoire, eh ben, moi, j'ai traité de narration collective et orale, d'une construction narrative collective et orale. Et pour moi, c'est un peu ça le jeu de rôle, hein. C'est la construction d'une narration, d'une histoire qui se veut collective, hein, normalement, et plutôt à l'oral, si on est sur un jeu de rôle sur table, même en virtuel d'ailleurs. Je passe un peu à côté de tout ce qui est jeu de rôle à l'écrit, qui est encore une expansion un peu spécifique, mais ouais, voilà. Ok. Et pour nos deux autres invités? Moi, je dirais, moi, je suis très, je suis un rôliste old school, hein, donc pour moi, ça reste le jeu de rôle papier, l'original en fait. Et après, c'est juste euh, une arborescence en dessous en fait. C'est juste voilà, tout ce qui est jeu narratif, GN, etc. Pour moi, ça passe vraiment en dessous. Ça fait partie du jeu de rôle, mais ça reste d'autres catégories, voilà, d'autres catégories en fait vraiment différentes. Après, à partir de n'importe quoi, on peut faire un jeu de rôle en fait, je dirais. Ok. Et Thomas? Alors, quant à moi, là, je vais vous donner la définition que je donne un peu à monsieur et madame tout le monde, qui est une définition qui a l'air, comment dire, spontanée, mais qui ne l'est pas du tout. Généralement, les mots sont assez pesés. Il y a des choses que je mets volontairement, des choses que je retire volontairement. Vous allez voir c'est pas du tout une définition qui satisfait du tout. C'est pas ma définition de travail. Ma définition de travail, je vais vous la donner plus tard. Mais voilà, si je dois présenter à monsieur et madame tout le monde, je vais dire, bon, bah, on va vivre ensemble une aventure imaginaire. Donc, vous allez avoir un personnage et c'est vous qui choisissez en fait ce que fait votre personnage dans l'aventure. Et il peut y avoir l'un ou l'une des personnes qui joue, qui va jouer éventuellement, qui va faire meneur de jeu, c'est-à-dire qui va incarner le décor et les figurants, mais c'est facultatif. Des fois, tout le monde incarne le décor et les figurants. Et généralement, je m'arrête là. Donc, je précise que déjà, volontairement, je ne mets pas du tout le mot histoire dans cette définition, on va dire, grand public du jeu de rôle. C'est assez volontaire de ma part. J'essaie plutôt j'utilise plutôt le mot aventure. Alors, ça va être un peu plus clair plus tard quand on va dérouler, quoi. Donc effectivement, on voit qu'il y a des ressemblances dans vos définitions, mais aussi des différences. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de vous avoir tous les trois aujourd'hui. Ce que je vous propose justement, c'est d'aller un peu plus loin. Et effectivement, si vous avez des choses à dire en particulier, vous pouvez commencer à développer individuellement d'abord, et puis on peut interagir juste après. Qui veut prendre la parole en premier? Bah, à la limite, on peut peut-être faire le tour Tu veux refaire le tour? le Allez. même tour, ça vous va? Du coup, c'est moi qui commence, j'imagine, c'est ça? Oui. Alors, par où commencer? Alors, hybridation, c'est assez intéressant parce que c'est un terme en narratologie qu'utilise Françoise Lavocat, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, je vais me prendre un peu mon petit cheat, si je peux.
Voilà, donc Françoise Lavogat, elle parle d'une hybridation entre trois termes qu'elle utilise, donc la fictionnalité, la factualité et la virtualité, qui je pense sont un peu au cœur du jeu de rôle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une hybridation qui se met en place entre ce qui est fictionnel, ce qui est factuel, et ce qui potentiellement peut aussi être virtuel. Donc elle entend par fictionnel tout simplement la création purement imaginative d'une histoire, le factuel qui est véridique et le virtuel, ce qui passe par l'outil digital et numérique. Et du coup, je suis désolée, je suis un petit peu pas réveillée, je crois encore. Prends ton temps, on est large. Et du coup, cette hybridation, elle permet d'un peu aller au-delà des frontières établies du jeu de rôle sur table qu'on imagine très fictionnel. Alors qu'effectivement, de toute façon, on retrouve du factuel puisqu'autour d'une table JDR, il ne se passe pas que la construction narrative de l'histoire, il se passe aussi les gens qui se racontent leur vie, etc., etc., ce qui est en soi du factuel. Effectivement, on a une hybridation entre la vie réelle des gens, la vie sociale réelle des gens, et l'histoire qui se construit au cours de la partie. Hein. On se raconte toujours quelque chose, je sais pas, quand on mange la pizza ou quoi que ce soit, ou quand deux joueurs, quand le MJ prend à partie un joueur et que du coup on s'ennuie un petit peu, on va toujours discuter entre nous. Ça va être purement du factuel et non plus du fictionnel. Et du coup, on a cette magnifique hybridation. Hybridation que j'associerai avec un autre concept d'une autre narratologue qui s'appelle Isabelle Perrier et qui, elle, parle d'expansion. Une expansion narrative. Cette expansion, elle est soit purement dans le jeu, soit elle peut être aussi éditoriale. C'est-à-dire, on prend un jeu de rôle et puis c'est un one-shot et on va en faire une campagne, puis on va éditer une boîte, etc. C'est une forme d'expansion, effectivement, qui dialogue assez bien avec le terme d'hybridation en JDR. Voilà. Pour poursuivre, est-ce que j'ai d'autres petits trucs à dire? Et ensuite, on a bien entendu quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelle Henry Jenkins, qui est plutôt dans l'infocom et qui lui parle de narration transmédiatique. C'est-à-dire qu'on va prendre tout simplement un support, une histoire mise sur un support, et puis on va aller le transposer sur d'autres médias. Donc ça peut être un film qui devient un jeu de rôle ou un jeu de rôle qui devient un film. Hein. On le voit en ce moment. Je crois qu'il y a Donjons et Dragons qui est en train d'avoir un film qui est en train d'être fait, je crois. Ouais, il y a Cyberpunk qui est devenu un jeu vidéo. Oui, Cyberpunk qui est devenu un jeu vidéo. On a quand même un nombre assez impressionnant en vérité. Hein. Puis Le Seigneur des Anneaux qui est devenu un JDR aussi, si on prend l'origine de l'origine. Et quelle est la différence entre un... Il y avait déjà eu un film à partir de Donjons et Dragons. Il y en a même eu deux. Il y a eu deux films à partir Ah de... non, il n'y a pas eu de film à partir de Donjons et Dragons, c'est faux, il n'existe pas ces films. Comme les fans de Star Wars, il y a le truc là de Noël, ça n'existe pas, c'est ça? C'est faux. Jar Jar Binks n'existe pas. Non, Jar Jar Binks, c'est différent, c'est un site, Jar Jar Binks. Julie, est-ce que tu peux juste nous dire la différence entre une adaptation, par exemple, on va adapter un film en JDR, ou effectivement un transmédia, une œuvre transmédia? C'est vachement complexe de modifier les deux, de comparer les deux. Est-ce qu'il y a une frontière claire ou pas? C'est une bonne question. En général, alors si je dois dire juste une chose, Henry Jenkins utilise un autre petit terme qui s'appelle le world building. Et donc, des créations narratives en world building, ça va être par exemple Le Seigneur des Anneaux. Vous n'avez pas un monde qui est fermé, vous avez un monde, un univers qui est complexe, qui se veut vraisemblable et qui est expansif un peu à l'infini. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'amuser à écrire une histoire, à continuer l'histoire et elle sera toujours logique. Vous pouvez prendre Le Seigneur des Anneaux, créer votre propre petit personnage et lui inventer toute une histoire et il va
Ce sera logique et vous aurez en soi un monde qui se veut similaire au nôtre, en soi qui est de sa complexité et de son expansion à l'infini. Et en général, c'est de ce genre d'univers qu'on parle quand on traite de narration transmédiatique. Et c'est vrai que quand on parle d'une adaptation sur un monde qui n'est pas ce genre d'univers construisible à l'infini, on ne peut que adapter l'histoire déjà écrite, alors que quand on fait de la narration transmédiatique, on peut effectivement faire une expansion narrative, comme le dirait Isabelle Perrier, et aller au-delà. C'est le cas de Cyberpunk 2077, par exemple. On comprend pas, on n'est même pas à la même année que les JDR qui ont été créés. C'est le cas de certaines BD Star Wars, c'est le cas des Star Trek aussi, par exemple. Voilà. Ok, donc si on a bien compris, il y a un côté expansion de l'univers qu'on peut faire en transmédia et qui ne respecterait pas l'œuvre si c'était juste une adaptation, si on résume. Voilà. Si c'est juste une adaptation, c'est plus complexe. Alors, est-ce que tu as d'autres éléments à nous indiquer par rapport à ton approche des limites et des hybridations autour du jeu de rôle? Ah, vas-y. Alors, pas forcément. Je vais peut-être attendre que mon camarade passe pour pouvoir y réfléchir et peut-être voir après. D'accord. Alors, à qui le tour, du coup? Du coup, moi, je vais parler de mon expérience en fait. Quand j'ai mis le pied dans le jeu de rôle, en fait, j'avais 8 ans. Et en fait, c'était pas vraiment avec un jeu de rôle. Donc, ça rentre dans le côté hybridation, parce qu'en fait, c'était un jeu de plateau. Mais comme du coup, le jeu de plateau était en anglais et que j'avais 8 ans, du coup, je comprenais pas. Personne autour de la table ne comprenait l'anglais. Du coup, on avait un maître du jeu qui nous faisait venir en fait les différents éléments en fait. Du coup, j'ai vraiment vécu ça comme une aventure, à avancer mon pion et tout sur le jeu de plateau, et il y avait vraiment une interaction avec le maître du jeu qui nous donnait les différents éléments, qui nous donnait nos sorts, qui nous donnait tout ça. Et Alors, est-ce que le maître excuse-moi, oui. moi je connais pas bien un talisman, puis je suis peut-être pas le seul. Est-ce que dans la version originale de Talisman, ce maître de jeu existe, ou est-ce que c'est un import de votre table que vous C'est un compreniez pas import. bien les règles? Non, c'est vraiment un import. Non, c'est un truc qui a été rajouté parce que du coup, en fait, merde. Je dis que c'est en colo, mais c'est presque pareil. Mais du coup, c'était en colo, et du coup, en fait, il avait ramené son jeu à lui. Et du coup, comme le jeu n'avait pas été traduit en français, parce que c'était dans les années 80-90, à cette époque-là, tous les jeux n'étaient pas traduits. Enfin, maintenant, il y a une bonne partie des jeux qui sont traduits en fait en français, mais là, ce jeu-là n'avait pas été traduit. Il y a eu une traduction de Talisman qui a été faite par Gallimard, et c'est tout. Et elle était hyper rare, en fait, cette traduction. Moi, j'ai réussi à me fournir, en fait, cette traduction de chez Gallimard, qui ressemblait un peu à un livre dont vous êtes le héros. Du coup, ce jeu, en fait, c'est pas prévu pour qu'il y ait un maître de jeu. C'est vraiment chacun, en fait, déplace son pion, etc. Mais comme, du coup, c'était en anglais, et du coup, on avait un maître du jeu qui nous expliquait toutes les subtilités, en fait, en anglais, etc. Et du coup, plus tard, je l'ai racheté, ce jeu, et on m'a dit, bah non, j'aime pas ce jeu, il y a trop de hasard. Donc moi, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai adoré ce jeu pendant des années. J'y ai joué pendant des années avec mes amis. On faisait ça tour de rôle, à être le maître du jeu. Et du coup, le fait de me retrouver face à ces personnes-là plus tard, qui me disaient il y a trop de hasard, je me suis dit, bah ouais, mais du coup, moi, je l'ai vécu comme une aventure, mais peut-être eux, en fait, ont vécu ça juste comme un jeu, en fait. Sur Internet, ils parlent pour Talisman, pour décrire Talisman, ils parlent de jeu de loi dans l'univers de Donjons et Dragons. C'est exactement ça.
Ok. C'est exactement ça. C'est un jeu de loi en fait où il faut que tu montes en fait au fur et à mesure en fait dans les différents niveaux, mais sur le plateau en fait. Mhm. Donc du Non, coup, et donc, ce du qui est coup, assez ça reste dans l'hybridation en fait de passage du jeu de plateau au jeu de rôle. Mais si on peut résumer quelque part, ce qui fait un peu le lien, c'est que, ok, c'est un jeu de société, même pas forcément un jeu de société avec des règles très complexes et beaucoup de stratégies. Mais ce qui quelque part en fait une expérience qui pour toi était proche d'une expérience de jeu de rôle, voire même que tu pourrais te sentir légitime à qualifier d'expérience de jeu de rôle, finalement, c'est le côté immersif, j'ai envie de dire, quoi. À la Bon. fois de l'univers et puis de qu'il y avait la présence d'un maître de jeu. Oui, complètement. Hmm, Complètement. ok. Et Et quel puis, élément on aurait pu changer pour que ça ne soit plus du jeu de rôle? Pour qu'on comprenne bien la différence de ton point de vue. Que ce soit en français et qu'il n'y ait pas de maître de jeu. Ok. Non, parce qu'après, je l'ai fait, en fait, j'ai fait avec la V4 qui était en français, du coup. J'ai fait des tonnes de parties, en fait, avec Talisman, en tant que. Et il n'y avait pas de maître de jeu, en fait. C'était juste nous, en fait, qui piochions les cartes et qui résolvions, en fait, les événements, en fait. Et quid des jeux de rôle qui n'ont pas de maître du jeu? Est-ce que c'est du jeu de rôle? Alors, je. Alors, alors moi, pour moi, c'en est parce que du coup, on incarne un personnage. Euh, je trouve que c'est bien pour les personnes qui n'ont pas spécialement le temps en fait, de se pencher sur des règles trop longues. Donc, moi, j'ai testé Fiasco. J'ai beaucoup aimé. Je suis fan de tout ce qui est de l'univers des frères Cohen. Donc, je suis pas objectif, mais sinon non, Fiasco c'est vraiment très très bien et on a fait une partie. C'est dommage qu'on n'ait pas fait d'autres parce qu'il y a vraiment un cadre en fait pour vraiment se retrouver dans la. On a un plan et de toute façon on sait qu'il va foirer, on va faire tout pour qu'il foire. Et ça, c'était très intéressant, ce côté-là. Il n'y a pas de maître de jeu. C'est nous qui faisons, en fait, Bon, il y a une personne qui connaît les règles, mais il n'y a pas de maître de jeu. Il n'y a pas quelqu'un qui guide les autres. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire par exemple que Time Story c'est du jeu de rôle? Ou est-ce qu'on peut dire non, là ça rentre pas dans la catégorie de jeu de rôle si Time tu as y Story, joué? pour moi, Time Story, ça rentre pas dedans. C'est le jeu de rôle qui se met à disposition euh, des joueurs de jeux de plateau avec différents scénarios établis. Moi, ce que je trouve qu'il y a un gros problème en fait dans Time Stories, c'est la rejouabilité en fait. Donc, dès qu'on a fini une aventure, bah, faut racheter une extension. Mais si on achète un scénario, un kit de découverte d'un jeu de rôle, est-ce qu'on peut parler de rejouabilité? Bah, moi, je trouve qu'il y a plus. Alors, pour moi, quand je prends un jeu de rôle, j'ai besoin qu'il y ait un bestiaire ou quelque chose comme ça pour pouvoir créer d'autres trucs derrière. Parce que j'écris mes scénarios. J'aime écrire mes scénarios parce que j'aime pas lire. Mais ça m'empêche pas de me pencher sur des règles ça m'empêche pas de me pencher sur des règles de jeu de rôle. Et surtout sur des scénarios courts que je sais que je vais réussir à faire jouer parce qu'il y a peu d'éléments en fait que je vais réussir à ressortir face aux joueurs. Donc tu n'es pas un MJ qui achète des kits, des scénarios tout faits alors. Ah non, Ok. non, mais non, parce que du coup, il y a un scénario et du coup, bah, niveau rejouabilité, moi en fait, j'ai besoin de matière en fait pour pouvoir écrire des trucs. Hein. Parce que j'écris beaucoup de choses en fait. J'ai besoin de passer par l'écrit en fait pour pouvoir pondre quelque chose qui ressemble à peu près à un scénario. J'ai essayé plein de scénarios du commerce, ça me va pas en fait. Soit ils sont trop longs et j'arrive pas à me donner tous les éléments que j'aimerais donner, soit soit en fait ils sont pas terribles, ils sont nazes.
C'est intéressant que tu associes assez spontanément dans ta définition du jeu de rôle, que tu associes la rejouabilité, parce que je pense que ça va nous introduire à la notion d'émergence, qu'on aura sans doute l'occasion un petit peu de dépioter tout à l'heure, quoi, et qui semblerait être un petit peu au cœur justement de ce qui nous permet de définir qu'est-ce qu'une expérience rôliste. Moi, j'aimerais bien poursuivre en fait à travers une petite série une petite série d'anecdotes autour du rapport entre le jeu d'échecs et le jeu de rôle. Ça commence en fait par une question qui est posée par Jérôme Larrey, donc qui écrit des articles sur le jeu de rôle. Et en fait, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'on peut raconter une histoire avec un jeu? C'est un peu sur la vieille opposition entre jeu et histoire, quoi. Et donc, il nous présente un plateau de jeu d'échecs. Et il est un peu bizarre, ce plateau de jeu d'échecs. Parce que je sais plus, je sais plus c'est les couleurs. Mettons que les blancs, il y en a pas beaucoup. Genre, il y a un roi blanc et puis 2-3 pions blancs, quoi. Et par contre, du côté des noirs, ils ont 15 dames, 15 fous, 15 cavaliers, 15 tours. Enfin, c'est une armada, quoi, autour du roi noir, quoi. Et puis il fait, vous comprenez pas trop ce que raconte cette histoire? Attendez, je vais vous aider. Et il rajoute une petite bulle. Et en fait, il y a le roi blanc qui fait Vici Sparta. En fait, du coup, on comprend que le plateau d'échecs, en fait, il est en train de raconter le film 300, quoi, ou la bataille des Thermopyles pour les plus instruits d'entre nous. Donc ça, c'est un premier point. De montrer qu'en fait que des mécaniques de jeu portent en elles-mêmes en fait une histoire, une narration. Et ça nous amène à un autre article qui s'appelle L'analogie du jeu d'échecs. C'est un article de Frédéric Sintès, donc pareil sur un blog de réflexion sur le jeu de rôle. Et il dit, bon, imaginons, on joue ensemble aux échecs et on rajoute juste une règle, c'est que quand je bouge quand je bouge une de mes pièces, je dois raconter en fait ce que fait la pièce. Ouais, je vais expliquer comment la reine est habillée, que en fait elle est amoureuse du cavalier de l'autre couleur, tout ça, mais quand même elle doit le tuer parce que c'est la bataille, tu comprends? Et il dit, oh, de prime abord, ça a l'air super intéressant et juste en rajoutant cette règle, on obtient un jeu de rôle. Et puis après, il explique ses appréhensions. Il dit oui, mais non, parce qu'en fait, c'est juste une narration qu'on va coller sur une mécanique, mais en fait, on continue à jouer aux échecs, c'est-à-dire que nos choix de déplacement de pièces, on les fait toujours en fonction de la stratégie du jeu d'échecs qui est, bon, bah, il faut qu'on fasse mat le roi adverse, quoi. Et du coup, c'est juste après, derrière, on fait une fanfiction autour de ce qui se passe, mais en fait, ce qu'on raconte n'aurait pas d'incidence sur la mécanique et sur nos décisions mécaniques. Et en fait, mon intuition, c'est que pour passer de ça à une expérience qui serait plus qualifiable de jeu de rôle, il faut juste un petit truc en plus. Il faut que cette narration ait une influence sur nos choix mécaniques. Moi, j'ai par exemple écrit un jeu qui s'appelle S'échapper des faubourgs, où on joue des personnes qui sont dans un cauchemar, qui veulent s'en échapper. Et les règles du jeu, ça ressemble vraiment beaucoup à un jeu de société. Il y a des pions, tout ça, on se déplace, il faut combattre des monstres. Sauf que, pareil, c'est un peu comme dans cette histoire où on raconte, on doit décrire les monstres, on doit décrire nos pions, décrire les zones où ils vont. Et en fait, tout ça, c'est impliqué à la vie des personnages. Et en fait, on arrive à un moment où il y a ce que j'appelle la compétition compassionnelle, c'est-à-dire que celui qui va gagner, c'est celui, parce qu'il y en a qu'un seul qui peut sortir du cauchemar, celui qui va gagner, c'est celui qui est le plus digne de s'en sortir, quoi. Et en fait, grosso modo, c'est souvent le personnage dont l'histoire est la plus tragique, que les autres vont un peu se sacrifier, en fait, les autres vont avoir tendance à sous-jouer et un peu à se sacrifier pour que cette personne-là gagne. Et du coup, d'une compétition ludique, on passe plutôt à quelque chose de narratif, quoi. Il y a et l'histoire va vraiment avoir un poids sur le choix de nos déplacements de pions. En fait, clairement, il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle des choix sous-optimaux, qui vont tout simplement volontairement perdre parce que c'est le destin, quoi. Et c'est clairement, vu la narration, je peux pas, voilà, je peux pas m'opposer à celui-là. Faut qu'il gagne et moi, tant pis, je vais perdre. Je continue sur mes jeux d'échecs, j'essaie de pas trop prendre de mes... C'est important quand même. Il y a un article aussi très intéressant sur PTGPTB, désolé j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est un américain, qui s'appelle Pourquoi les fous se déplacent en diagonale et les mages ne portent pas d'épée.
Et en fait, il explique que dans le jeu d'échecs, bon, voilà, les fous se déplacent en diagonale et tout le monde, personne ne se demande, oui, mais pourquoi ils se déplacent en diagonale et pourquoi pas autrement et tout. C'est un jeu, donc c'est une abstraction. Voilà, ils se déplacent en diagonale, c'est une contrainte ludique qui apporte du jeu, quoi. Et puis, point, quoi. Et dans Donjons et Dragons première édition, les mages ne pouvaient pas porter d'épée. C'était clairement, pour des raisons purement ludiques, hein. C'est juste que, comme les mages, ils avaient la capacité de lancer des sorts, on ne voulait pas déséquilibrer le jeu en leur permettant en plus d'avoir des armes qui faisaient autant de dommages que celles des guerriers. Donc, ils avaient juste leur petit bâton là avec un D4 de dommages, et puis c'est marre, quoi. Et ensuite, au cours des éditions successives de Donjons et Dragons, il y a eu les simulationnistes qui ont commencé à dire oui, mais quand même, c'est pas hyper réaliste, ces mages qui peuvent pas porter d'épée. Alors du coup, les auteurs de la troisième édition, ils ont mis en place plein de petites règles en disant ouais, ok, si tu veux ton mage, il peut porter une épée, mais du coup, il pourra pas apprendre à faire des potions, patati patata. En fait, il y a une sorte d'usine à gaz qui s'est montée, quoi, pour permettre aux mages de porter des épées, mais mettre quand même des compensations. En fait, l'article dit ce qu'on a oublié en chemin, c'est que Donjons et Dragons, c'est un jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses abstraites qu'on pose là juste parce que c'est des contraintes ludiques. Et en fait, on ne devrait pas forcément laisser des notions de réalisme venir un peu nous casser les pieds et complexifier le jeu inutilement, quoi. Et je finis avec mes jeux d'échecs avec un dernier jeu qui, je trouve, boucle vraiment bien la boucle un petit peu de cette espèce d'histoire que j'ai racontée avec mes 3 anecdotes. Ce jeu s'appelle Vademecum, c'est un jeu de rôle de Romaric Briand. Et il y a pas mal de combats dans le cours du jeu. Et les combats sont gérés sur un plateau d'échecs. Et vous avez 4 personnages prétirés qui s'appellent Queen, King, je crois que c'est Bishop et puis Knight, qui portent les noms des pièces de jeu d'échecs. Donc ils jouent les blancs de mémoire. Et donc quand tu joues ton personnage dans la campagne, tu as ta pièce de jeu d'échecs dédiée, quoi. Et puis les noirs, c'est généralement les ennemis. Les autres blancs, ça peut être des PNJ alliés, quoi. Et on va utiliser des dominos pour faire des cloisons sur le jeu d'échecs. Mettons, par exemple, on a une infiltration d'une base et tout. Et je trouve que c'est utiliser le plateau d'échecs comme ça pour simuler le combat tactique dans ce jeu de rôle et en même temps le lier à toute une symbolique qui est importante tout au long du jeu, parce que les personnages eux-mêmes s'appellent comme les pièces du jeu d'échecs. C'était un jeu qui boucle vraiment bien cette boucle-là que j'ai essayé d'amorcer, quoi. Je vais rebondir sur le truc que tu disais par rapport au jeu d'échecs, d'ailleurs j'ai regardé vite fait en fait l'article qu'on nous a envoyé là, sur le chat, hein, où ça commence en disant mais ouais, Ah mais oui, super, merci, regarde. pourquoi C'est tu fais Jess ça? Burneko qui a écrit l'article. Ouais. Ouais. Pourquoi tu fais. Est-ce que le fou se déplace en diagonale? Le gars, il fait, mais pourquoi? Il fait, parce que c'est la règle. Ça me fait penser en fait ça me fait penser à Runta, que j'avais joué à Runta en fait, hein. Et du coup, on me dit, Runta, en fait, c'est un jeu de société où tu joues dans une république bananière et le président, en fait, il est élu à vie et du coup, il va tout faire en fait pour rester président au maximum, quoi. Et ça commence comme ça et tout. On dit, tiens, tu prends l'argent et tu le redistribues. Donc moi, je commence à prendre l'argent et tout, et je me dis, non, je vais tout donner. Je vais pas, je suis le président. Je vais dire, toi, je te donne ça, toi, je te donne ça, toi, je te donne ça. Et en fait, je vais tout donner à l'armée pour qu'il me protège. Et j'avais considéré ça comme du roleplay, et je fais, prenez, et je donne tout à l'armée. Je fais, tiens, devant tout le monde, hein, pour qu'ils voient bien que je donne tout en fait à l'armée et rien aux autres, hein. Même si c'est des sortes de promesses non tenues. Et on me dit, non, tu peux pas faire ça, c'est pas dans la règle. Je fais, ouais, mais dans ce cas-là, ne dis pas que c'est dans ce cas-là, me dis pas que c'est un jeu où je peux faire ce que je veux. J'avais vraiment été coincé en fait par ce côté-là, en fait. Ça m'avait vraiment frustré pour ce côté. Tu peux pas faire ça parce que c'est la règle. On fait, d'accord, ok. Ça m'intéresse pas ton jeu.
Si tu veux bien, parce que cette anecdote-là, ça me rappelle une vidéo qui est assez importante Ouais, pour tu notre me l'avais problématique. envoyée. Ouais, Je vais essayer de la mettre sur le chat parce elle est vraiment très bien, la vidéo que tu m'as ouais. envoyée. Donc la vidéo, c'est une vidéo de la chaîne YouTube Icosaèdre et qui s'appelle L'invention du roleplay. Et ça raconte aussi une anecdote autour du jeu Runta. Et ça se passe dans les années 70 et un des joueurs, c'est Dave Arneson. Dave Arneson, on va le retrouver plus tard parce que c'est le co-auteur de Donjons et Dragons. Et en fait, alors je connais pas très bien les règles de Runta, donc je vais peut-être mal expliquer, mais bon, c'est pas très grave. Mais grosso modo, son personnage, donc dans ce jeu d'espèce de République bananière, là où on fait un petit peu des coups fourrés politiques, son personnage, son objectif, c'est de distribuer des tracts. Et apparemment, c'est un objectif pourri, c'est assez difficile de gagner avec cet objectif et tout. Et à un moment, il va utiliser une règle qui permet de monter dans un hélicoptère, et je crois que tu peux larguer des billets par hélicoptère, quoi. Et en fait, il dit ah oui, mais moi, je largue pas, je monte dans l'hélicoptère, mais c'est pas des billets que je vais larguer, je vais larguer mes tracts, en fait. Et donc, j'ai mes palettes de tracts et je vais les larguer sur toute la ville. Et du coup, en fait, ces tracts politiques sont distribués comme ça et ils gagnent le jeu. Et en fait, ce qu'on pourrait interpréter, moi, j'ai l'impression. Je connais pas bien les règles de Runta, mais j'ai l'impression que la table qui a joué à cette partie un petit peu historique était un peu plus flexible que la tienne. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi se dire que le jeu de rôle il commence à apparaître quand on commence à dire là, en fait, il y a une narration qui se met en place, il y a une initiative d'une personne qui n'est pas vraiment dans les règles, mais on se dit, ouais, mais c'est logique, c'est cohérent, c'est intéressant, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et pour ces raisons-là, on va décider de transgresser la règle. On va dire, en fait, ton coup, il est tellement beau que, ok, c'est pas la règle, mais tu vas quand même le jouer parce que voilà. Bah, concrètement, là, on a à la fois l'apparition du roleplay, on a vraiment l'impression que le personnage fait quelque chose, il est vivant, il prend des initiatives, et la notion d'émergence qui va entrer en jeu, quoi. Mais je retrouve pas le truc, mais tu m'avais envoyé, mais du Bah, coup, je le peut-être, retrouve pas. est-ce que Julie veut reprendre la parole? Pendant ce temps-là, je vais faire un petit peu la Ouais. recherche, j'essaie de la retrouver pour mettre ça dans le chat. Alors, je trouve intéressant l'anecdote par rapport au jeu d'échecs. D'ailleurs, je vais te donner un anthropologue qui a travaillé sur l'échec, sur le jeu des échecs, Thierry Wenling. Alors, je ne l'ai pas lu, mais ça peut être tout à fait intéressant de voir avec ça, hein, parce que, il a consacré ses recherches à la question du jeu d'échecs. Ça peut être intéressant de voir si bah, dans ses recherches, tu ne trouverais pas un petit truc par rapport au jeu de rôle. Alors moi, je l'ai Mhm. utilisé parce qu'il évoque trois axes anthropologiques au jeu. Si je les retrouve, il y a la règle, il y a la sociabilité, il y a la culture. Et c'est tout à fait applicable au jeu de rôle, tout comme c'est applicable aux échecs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de prendre les échecs, puisqu'en soit le jeu de rôle nous venant des wargames, et bah, le wargames est un simulacre de guerre et les échecs sont en soi un simulacre de guerre aussi. Donc c'est assez intéressant de voir que en fait, c'est pas tellement délié, bien au contraire. C'est en fait assez proche sur les bases de la base. Après, quant à l'invention d'une notion de roleplay, je suis un petit peu plus tatillonne parce que bah, anthropologie oblige. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une invention du roleplay ou est-ce que le jeu de rôle en soi n'est pas présent dans absolument chaque culture et chaque société? En soi, vous allez à l'église et le prêtre est en soi en train de faire une forme de roleplay. En soi, hein, c'est une comparaison que je fais souvent, puisque si on prend une personne qui a travaillé sur le jeu aussi en anthropologie, on a Roberta Mayon, très intéressante, qui elle a travaillé plutôt sur les jeux sibériens avec les chamans, et en soi, et bah, ces rituels qui sont à la fois des jeux où il y a la présence d'un chaman. Le chaman est très très proche d'un MJ. Et les participants ont en soi une notion un peu de roleplay. Voilà. Mm. Donc, Et quelle, presse. dif- Bah, peut-être que ta rectification, c'est une façon de dire que l'anecdote là de Runta, c'est pas vraiment l'invention du roleplay, mais plutôt l'introduction du roleplay dans les jeux de L'introduction société. du roleplay, voilà, plutôt que D'accord. l'invention, puisque inventer quelque chose, c'est beaucoup plus complexe, mais plutôt l'introduction de cette notion de roleplay, effectivement, voilà, qu'on peut est-ce que, retrouver sous beaucoup de formes, quoi. est-ce qu'une activité qui contient du roleplay est forcément du jeu de rôle ou est-ce qu'il existe des activités qui incluent du roleplay qui ne sont pas du jeu de rôle? Bah, bonne question.
Ça va dépendre, je pense, de la sensibilité de tout à chacun, hein. Est-ce qu'on fait rentrer quelque chose comme du jeu de rôle? La capacité aussi de quelqu'un la tolérance, on va dire, de quelqu'un à étendre sa définition de jeu de rôle. Il y en a qui, à partir du moment où c'était sur une table, c'est pas un jeu de rôle. Donc voilà, après, on peut retrouver du jeu de rôle un peu partout, hein. Même quand on joue aux échecs, on peut avoir une notion de jeu de rôle, hein. La personne peut tout à fait se retrouver dans une position de roleplay quand elle joue aux échecs, de base. Il suffit de prendre un personnage ou une version de soi-même, hein. Le roleplay, c'est ça aussi. C'est en soi, quand on vit dans la vie de tous les jours, on fait un peu du roleplay et il suffit d'aller au travail, souvent. Ça dépend des gens, donc en soi, c'est très complexe comme question. Quand tu parles de travail, je repense en fait c'est un collègue en fait qui m'avait sorti cette phrase en fait parce que du coup j'expliquais que je faisais du jeu de rôle, etc. Que on jouait des personnages et il me sort mais est-ce que dans la vie on ne joue pas chacun un rôle? Je fais bah moi non. Moi je suis moi-même. Je reste moi-même. Donc oui, ça peut. Il y a des gens qui jouent un rôle dans la vie parce qu'ils n'aiment pas leur vie, parce que pour se sentir intégrés en société, ils ont besoin d'être différents. Après, en sociologie, c'est la théorie des masques, etc. Mais il y a aussi jouer son propre rôle. Ouais. Jouer son propre rôle, c'est une forme aussi de roleplay. Après, là, on part sur quelque chose qui est quand même très, très complexe. Ça dépend aussi de la sensibilité de tout à chacun sur qu'est-ce qu'est la définition du roleplay, du jeu de rôle. Et ça, je pense pas qu'on arrivera à établir une définition simple et claire et nette, que tout le monde sera d'accord de toute façon. Mais peut-être dans ce que tu dis là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui énerve, excuse-moi, qui émerge. C'est peut-être, et c'est là où on va avoir, dans ce qu'on appelle consensuellement le jeu de rôle, je trouve qu'il y a le côté formalisé, c'est-à-dire que tu nous parles des roleplays sociales. Alors, c'est extrêmement régulier, on est d'accord, mais par contre, c'est quand même assez implicite. Bon, même si des fois, c'est des règles qui peuvent être apprises comme la politesse, c'est un peu des règles assez précises, mais qui sont apprises tout au long de la vie. Mais il n'y a pas ce côté vraiment. En fait, on pourrait dire que le jeu de rôle va formaliser le roleplay en Il n'y a pas présentant une d'engagement série de contraintes assez explicites. voilà. Parce qu'il n'y a pas d'engagement ludique, en fait. Effectivement, il n'y a pas d'engagement ludique. Et c'est la grande différence. C'est ce qu'on appelle l'engagement ludique. Alors, si je trouve qu'il parle d'engagement ludique, il y en a plein qui parlent d'engagement ludique, en vrai. Mais je vais retrouver un petit auteur comme ça, que ce soit un peu clean. Engagement ludique, on va avoir Auré en 2007, qui parle d'engagement ludique. Et je voulais ajouter quelque chose d'autre. Voilà, j'ai complètement oublié. Et je voulais citer Henriot qui dit que jouer, c'est savoir qu'on joue. Et je trouve que c'est assez intéressant à établir, à mettre dans la définition du jeu de rôle. C'est que jouer à un jeu de rôle, c'est savoir qu'on joue à un jeu de rôle aussi. Voilà, pour reprendre cette question d'engagement ludique qu'on ne retrouve pas effectivement dans la vie de tous les jours. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de... Ceci pour reboucler sur la question de Diane, de pratiques qu'on va appeler roleplay telles que en psychologie, en vente, tu sais, où tu fais roleplay client, vendeur, avec des fois même carrément des clients infiltrés, donc tu sais même pas qu'il y a un roleplay. Ou des fois, tu es juste informé, dans la semaine, il y aura un faux client qui viendra vous voir. Et puis, peut-être encore un cas un petit peu différent, c'est tout ce qui est pratique de jeux de rôle pédagogique ou escape game, et soit dans un cadre formation, soit dans un cadre cohésion d'entreprise, c'est-à-dire que c'est une partie de jeu, mais c'est pour faire du team building quand même, et où en fait la notion de jeu, déjà est-ce que le participant est vraiment volontaire? Est-ce qu'il est dans une attitude ludique? Tout ça, est-ce que ces différences vont jusqu'à disqualifier ces expériences du terme jeu de rôle? Alors, est-ce qu'on réfléchit la chose en blanc et noir ou est-ce qu'on réfléchit la chose avec toutes les notions de gris? Je te pose la question.
c'est un choix hein, à faire. Est-ce qu'on établit les choses en oui et non ou est-ce qu'on établit les choses sur un spectre en fait? Je crois que c'est Mathieu qui parlait d'arborescence tout à l'heure. Ouais. Voilà, et ben dans ce cas-là, est-ce qu'on ne parle pas d'une arborescence? Et on a ce jeu de rôle un peu, entre guillemets, pur, et en soi, qu'est-ce qu'un jeu de rôle pur? Et toutes ces petites branches qui peuvent se créer un petit peu à l'infini, s'interconnecter, etc. Et on a une arborescence infinie de sous-catégories d'hybridation, en fait, avec le jeu de rôle. Après, vraiment, ça dépend de où on se place. Est-ce qu'on accepte de mettre une frontière qui est un peu poreuse ou d'établir qu'il n'y a pas vraiment de frontière aussi d'ailleurs. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Je pense, oui. Et Justement, parce c'est très que, subjectif. par exemple, quand je parle de jeu de rôle, des fois, il fait Ah ouais, comme le loup-garou. Enfin, non. Ouais. Non, le loup-garou, c'est un jeu de cartes. Mais on n'a pas tous la même. On n'a pas tous la même. On voit pas tous la même chose en fait dans le truc. Certes, on joue des rôles parce que mais ça reste un jeu de cartes parce que c'est des cartes qu'il y a dessus. Pour ça, il faut vraiment mettre plusieurs branches en fait au jeu de rôle et mettre un grand thème jeu de rôle et plusieurs branches. Il y a des jeux narratifs qui te posent des questions pour savoir comment tu réagis par rapport à ça, les trucs type pour la reine, etc. Et voilà, donc pareil pour la reine, ça reste un jeu de cartes, hein, même si il y a des cartes avec on joue un rôle particulier. J'ai juste une question par rapport au loup-garou, c'est quelle est la différence entre une carte du loup-garou et une fiche de personnage de jeu de rôle? Je pense que c'est pas au niveau de la carte que la différence va se jouer. C'est plutôt au niveau, on va entrer dans un jeu de gameplay, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le roleplay, est-ce que la notion de choix que fait faire le personnage est quelque chose d'important au cœur du gameplay de Loup-garou? Et c'est pas vraiment le cas en fait, en réalité. C'est-à-dire que concrètement, à Loup-garou, tu peux, ton personnage ne fait pas vraiment de choix. On peut quasiment dire qu'il n'existe pas. C'est juste un rôle. On va souvent parler pour ces jeux type Loup-garou justement de jeux à rôle ou de jeux à rôle caché. On va retrouver aussi tous les jeux coopératifs type Chevalier de la table ronde par exemple, quoi. Éventuellement des choses telles que Pandémie aussi, où tu as effectivement un rôle, tu as effectivement, entre guillemets, un personnage, mais tu n'as pas ce gameplay autour de fais des choix pour ton personnage qui vont être présentes dans le jeu de rôle. Et puis la notion d'émergence est assez absente de Loup-garou. Alors moi j'ai déjà vu faire, hein, on peut faire des parties de Loup-garou, on va faire un effort de roleplay, soit par exemple en changeant le décor. Nous on a fait des Loups-garous ambiance Warhammer 40 000, tout ça. On peut voir des fois des prestations aussi de parties de Loup-garou jouées par des actrices de théâtre en public. Mais même là, à la rigueur, on pourrait se dire, ouais, mais ça, c'est du théâtre d'impro, du théâtre immersif. Est-ce que c'est vraiment du jeu de rôle ludique? On se rend compte qu'au niveau du gameplay, pas. Alors, justement, là, je vais avoir besoin de faire un petit développement pour voir, pour expliciter cette espèce de différence là, qu'on a du mal à nommer là, entre avoir un personnage et vraiment jouer un personnage, quoi. Jouer au sens jeu de rôle, hein, pas au sens théâtral. Parce que dans Loup-garou, le jeu théâtral, il est présent, il n'y a aucun problème. Même s'il est facultatif, hein, on peut très bien dire bah, je vote pour toi, je vote contre toi. On peut avoir zéro théâtre, mais on peut le faire et ça a même une certaine influence, quoi. Mais on va dire que l'aspect roleplay est vraiment limité à un seul point qui est la diplomatie. En fait, grosso modo, le dialogue critique, la psychologie, quoi. Et c'est le seul aspect. Alors qu'en fait, dans les jeux qui s'appellent jeux, enfin, dans l'appellation mainstream du jeu de rôle, l'aspect diplomatie, ça n'est qu'un aspect. Et il y a d'autres aspects qui sont présents. J'ai essayé d'expliciter ça à travers un spectre qui va des jeux d'aventure aux jeux narratifs en passant par le jeu de rôle consensuel au milieu, quoi.
Donc au début, en 74, quand on sort Donjons et Dragons première édition, ça s'appelle jeu d'aventure. C'est ça qui est écrit sur la boîte. Et en fait, les notions d'histoire, les notions de roleplay, c'est des choses qui vont se généraliser que plus tard. Alors, on peut supposer qu'il y a eu des pratiques comment, dès les débuts, ça a pu être présent à certaines tables. Apparemment, Arneson, c'est quelqu'un qui était fan de narration, de roleplay et tout, mais c'était pas généralisé, quoi. Au départ, ça ressemblait quand même beaucoup à un jeu de figurines tactiques, quoi. Et donc, c'est seulement quand les notions d'histoire, d'un côté, et de roleplay se généralisent que l'appellation jeu de rôle va aussi se généraliser. Aujourd'hui, on a un mouvement qui s'appelle le jeu de rôle old school, qui va regrouper des jeux inspirés de Donjons et Dragons première édition, et aussi plus récemment, on a la scène Free Kriegspiel Revival, qui s'inspire en fait des wargames narratifs qui existaient avant Donjons et Dragons. Et eux, ils revendiquent vraiment de faire du jeu d'aventure. Ils disent, nous, on fait pas du jeu de rôle, on fait du jeu d'aventure. C'est souvent, des fois même, il y a carrément vraiment un rejet à la fois de l'histoire et du roleplay. Dire, nous, on n'est pas là pour ça. C'est pas ça qui nous intéresse. On est là pour soit pour faire du porte-monstre-trésor, soit pour faire des choix tactiques, soit pour vivre une aventure. Mais on n'est pas du tout là pour raconter une belle histoire, pour incarner un personnage. En convention, il y a même des parties d'old school, c'était mis. Surtout dans notre partie, il n'y a pas de roleplay, tu vois, c'était limite le produit d'appel, quoi. Et c'est aussi, je pense, le terme jeu d'aventure, aujourd'hui, il est employé en opposition à la scène rôliste dominante, quoi. C'est aussi pour se démarquer, quoi. Mais dans le mainstream, on va aussi voir réapparaître ce terme jeu d'aventure. Prenez par exemple le jeu d'initiation de Black Book qui s'appelle Chroniques oubliées. Donc je pense que c'est un jeu qui se vend très bien, hein. Et il est sur la boîte, c'est pareil, c'est mis jeu d'aventure. Donc je crois qu'à la fois c'est fait pour marquer une certaine fraîcheur, quoi, pour un petit peu dégonfler les enjeux et pour montrer assez spontané, regarde, c'est du jeu d'aventure, quoi. Et je pense que c'est pour se démarquer aussi de la scène dominante en disant, parce que quand tu veux vendre un jeu d'initiation au grand public, le jeu de rôle peut avoir une image d'un jeu qui est exigeant, on va jouer longtemps, il faut incarner son personnage, il faut avoir de l'imagination. Non, 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 non. Nous, sur notre boîte, on a mis jeu d'aventure, vous allez voir, c'est à la fraîche, c'est pas prise de tête, c'est facile, quoi. Et dans les années 2000, on va aussi avoir une autre famille de jeux qui va émerger, qui sont des jeux de rôle. Alors, ça vient vraiment de la scène de jeu de rôle, mais on commence vraiment à beaucoup s'axer sur la narration. Alors, c'est quelque chose qui apparaît voilà, assez rapidement avec Lance Dragon dans les années 80. On a déjà une notion d'histoire qui est présente, mais là, c'est non seulement l'histoire est importante, mais surtout la narration, le fait de raconter. Et Romaric Briand, il établit en fait une distinction entre les jeux anciens, les jeux de rôle anciens, qui, en fait, les jeux de rôle anciens traitaient de la fiction comme d'un objet réel. C'est-à-dire que le monde de Gloranta, il est réel. Voilà, il y avait une carte, vous savez que dedans, il y a telle créature, il y a tel endroit où il se passe telle chose, quoi. Enfin, je dis pas que les gens y croyaient, mais enfin, le livre traite vraiment entre guillemets, de l'aventure comme d'un fait réel, quoi. Bon, bah, dans cette pièce, il y a des orques qui attendent, voilà ce qui se passe quand les personnages arrivent, ainsi de suite. Et en fait, les jeux modernes, ils sont beaucoup plus méta. C'est-à-dire qu'on va discuter avant tout de comment créer ensemble de la fiction. Alors ça va à comment raconter des histoires dans le genre du polar, par exemple. Donc, on va t'expliquer. Donc du coup, il n'y a plus des notions de réalité virtuelle ou de ludisme qui interviennent, mais plutôt des notions de émuler un genre narratif, un canon esthétique. Et puis après, très récemment, au bout d'un moment, c'est vraiment, on va expliquer aux joueurs, aux joueuses, bah, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour raconter, pour que vraiment l'aspect histoire, la narration de la partie soit intéressante, quoi. Et en fait, ces jeux modernes, très axés sur la narration et sur le fait de narrer très méta, eh bien, ils vont pas forcément être acceptés par la communauté en place comme étant des jeux de rôle. Et donc, il y a des diverses polémiques qui arrivent sur les forums dans les années 2000. Et notamment, il y a un auteur qui s'appelle Clifford Nixon qui avait un jeu, un jeu comme ça, axé sur la narration, qui s'appelait Donjon. Donc, on fait du porte-monstre-trésor, mais narratif, où notamment, quand tu jettes un dé, si tu réussis, c'est toi qui racontes en fait ce qui se passe. Donc, si j'écoute aux portes, je jette un dé, j'ai réussi mon jet d'écoute aux portes, c'est moi qui vais dire, ah bah, j'entends que derrière la porte, il y a 5 orques qui sont en train de jouer aux cartes.
Et bon, bah, il y a plein de gens sur les forums qui lui disent non, mais ton truc, c'est pas du jeu de rôle. Et en fait, un peu par dépit, bon, c'est un peu la légende, hein, Nixon aurait dit ok, si tu veux, t'as qu'à dire que c'est pas du jeu de rôle, si tu veux, t'as qu'à dire que c'est du jeu narratif. Et c'est un peu comme ça que l'étiquette serait apparue. Mais clairement, on est sur des jeux qui ont été créés par des gens issus de la communauté rôliste, quoi. Et en fait, ce terme jeu narratif, il va être vraiment l'objet de beaucoup d'enjeux également, hein, tout comme le jeu d'aventure. D'abord, ça va être un porte-drapeau en fait pour des autoristes et puis pour des communautés qui justement veulent aussi se démarquer de la scène dominante en disant voilà, on s'intéresse à l'histoire, quoi. Et notamment, il y a l'éditeur Maître Sine, l'éditeur de 500 nuances de geek, qui va écrire des articles en disant mes jeux, ce ne sont pas des jeux de rôle, je les présente pas comme étant des jeux de rôle, je les présente comme des jeux narratifs. Donc là, on a carrément un enjeu commercial. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de construire une niche à part. Et ça peut même être un peu problématique parce que Maître Sine, dans son catalogue, il a certes des jeux qui sont effectivement très très méta, très axés sur la narration, mais il a aussi par exemple des jeux de rôle propulsés par l'Apocalypse, qui ont quand même des dispositifs très très proches de la scène dominante. Et du coup, il pourra lui être reproché en fait de marketer des jeux de rôle en mettant jeux narratifs, juste pour dire voilà, ils sont un petit peu différents, mais moi je les mets dans une autre niche parce que c'est comme ça que je vais les vendre. Alors, je finis rapidement sur ces histoires de jeux narratifs. Il y en a aussi qui pensent faire des jeux de rôle, mais qui vont pas les appeler des jeux de rôle parce que par crainte justement du rejet communautaire, de se dire ouais mais en fait mon jeu il est quand même, il y a des gros aspects portés sur la narration. Si je l'appelle jeu de rôle, je vais me prendre un four. Et notamment, Romaric Briand, il fait un jeu qui clairement a vraiment un gros ADN rôliste qui s'appelle le Val narratif, qui est une variante d'un jeu de société, d'un de ces jeux qui s'appelle le Val. Et il dit bon voilà, non mais c'est un jeu narratif parce que je suis pas satisfait en fait. Je trouve que l'ADN rôliste n'est pas suffisamment présent pour que j'appelle ça un jeu de rôle, quoi. Donc il y a quelque part une sorte d'autocensure de la part de l'auteur, quoi. Et donc moi, de vue de ma fenêtre, j'ai l'impression que jeu d'aventure et jeu narratif, ça décline, ce sont des déclinaisons du jeu de rôle, ça fait partie de la même famille, il y a un air de famille. Mais on voit aussi que ça sert comme marqueur identitaire pour des communautés de jeux qui parfois sont clivées entre elles, hein. Et des fois, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est une sorte de crainte d'hégémonie d'une forme sur l'autre, quoi. Voilà, généralement, c'est les tenants de la scène dominante de dire ah oui, mais en fait, maintenant, il n'y aura plus que des jeux narratifs ou il n'y aura plus que des jeux d'aventure, quoi. Bon, c'est marginal, mais c'est pour vous montrer les enjeux qui sont identitaires, communautaires, qui sont forts autour de ces termes-là, quoi. Est-ce que vous avez envie de rebondir, Mathieu ou Julie? Moi, je trouve intéressant la question de l'utilisation du terme aventure quand on voit que tu dis que depuis les années 2000, on parle de jeu d'aventure, sur les boîtes, on va dire aventure, alors qu'effectivement, dans la définition de la FFJDR, hein, on parle il y a un moment dit de cette aventure, effectivement. C'est l'utilisation du mot aventure est directement dans la définition qu'on en donne officiellement, on va dire, en France par la fédération. Les autres joueurs interprètent les personnages principaux de cette aventure. Et il est marqué aussi dans la définition vraiment directement que l'un des moyens, l'un des buts, c'est ce dialogue permanent, c'est donc cette construction narrative, hein, puisque ce dialogue, il sert effectivement à ça. C'est assez intéressant de voir qu'effectivement, dans la définition de la FFJDR, on retrouve ces questionnements que tu viens de Ce qui est en jeu, c'est l'immersion. En fait, le problème, c'est que si tu dis c'est un jeu d'histoire, ça n'est pas immersif. Très clairement, on montre les coulisses. Tandis que si je dis on va vivre une aventure, eh ben, voilà, l'immersion est plus présente. Après, l'immersion, on sait bien que c'est un jeu de dupes, mais voilà, les mots-clés sont importants justement pour montrer le caractère immersif de l'expérience. Et c'est pour ça que souvent, aventure va être préférée à histoire coopérative ou théâtre coopératif, quoi. Après, est-ce que l'utilisation du terme aventure est aussi un côté un peu traditionnel, un petit peu nostalgique du fait que, en origine, d'œuvres comme celle de Tolkien, etc., qui se veulent être du genre fictionnel de l'aventure, en fait. Ça porte aussi un genre narratif parce que du coup, ça Voilà. exclut d'emblée le drame, par exemple. Le drame Par social, exemple, c'est pas une aventure, quoi.
Alors que, pourquoi pas, on pourrait très bien faire un jeu de rôle sur une aventure qui se passe effectivement au sein d'un drame. Un drame, hein, c'est tout à fait possible. Pourquoi ne peut-on pas vivre une aventure au sein d'un univers où il se passe à ce moment-là un drame, comme tu viens de le dire? Ça dépend de là aussi de la définition qu'ont les gens d'une aventure. Et là, c'est aussi notre question. Ça pose la question de la définition qu'on adopte du terme aventure. Là, c'est une question que je pose parce que je n'ai pas la définition. La définition du mot aventure, mais aussi la définition du mot immersion, parce que je sais que dans la définition de mot immersion, tout le monde n'est pas d'accord. Certains préfèrent utiliser le mot suspension temporaire d'incrédulité. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Suspension temporaire de la crédibilité, je reprendrai la même définition, enfin la même citation tout à l'heure de Monsieur Henriot. Jouer, c'est savoir qu'on joue. C'est en soi ça, la suspension temporaire de la crédibilité. C'est jouer, c'est savoir qu'on joue. C'est ça, hein, en soi. C'est très simple, mais c'est ça. Ouais, mais en fait, le jeu de rôle a tendance à vouloir. J'ai l'impression que le jeu de rôle dominant, notamment dans les scènes justement immersionnistes, va avoir tendance à vouloir gommer cette notion de jeu. Oui. Parce que voilà, pourquoi on dit pas suspension consentie d'incrédulité? Bon, c'est long, c'est un télo, mais c'est pas vraiment le problème. C'est très méta en fait. C'est très méta en fait. Tandis que immersion, il y a un côté justement pas méta quoi. C'est l'immersion, c'est la sensation d'appartenir à malgré soi en fait, presque voilà d'être confisqué par une réalité virtuelle. Tandis que la suspension consentie d'incrédulité, il y a consentement, il y a quelque chose de très éveillé dans la notion où on est entre guillemets, on participe à l'expérience, on fait semblant de croire, mais de façon très volontaire, active quoi. Tandis que l'immersion se veut comme étant vécu comme un état passif. Pour le coup, c'est vu comme positif que ce soit passif. C'est quelque chose qui nous arrive malgré nous, qui nous emporte, quoi. Et la notion de consentement, est-ce qu'elle n'est pas aussi au cœur du sujet, notamment dans le contrat social entre le maître du jeu et les joueurs? Est-ce que c'est pas une caractéristique qui est importante dans le jeu de rôle que de s'immerger consciemment dans un jeu? Alors, moi, je vais revenir. Alors, je vais reprendre la parole par rapport. Ça me fait penser en fait à Cult, à la dernière version, où ils ont fait un contrat. Alors, je sais pas si c'est le terme. En fait, Cult, c'est un jeu d'horreur. Donc, du coup, il y a un contrat d'horreur où les gens ils disent, bah voilà, moi ça, je peux pas, ça, je peux pas le supporter. Et du coup, on a des trucs en convention qui arrivent qui sont comme la carte X. Donc moi, j'ai jamais eu à l'utiliser personnellement parce que du coup, les gens étaient. Enfin, la dernière convention que j'ai faite, je faisais du Alien, donc du coup, les gens, ils savaient ce qui allait leur arriver. Et avant, j'avais fait des trucs, j'avais fait du Tiny, et puis j'avais créé un scénario Scooby-Doo, donc la carte X, ils n'en ont pas spécialement besoin. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de consentement, mais c'est important que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent en fait. Qui ne se retrouvent pas frustrés. J'ai eu cette expérience-là avec Sombre, avec des amis, où je leur ai dit, vous êtes des victimes de films d'horreur. Et vous jouez ce genre de personnage. Et ils ont voulu jouer les héros, ils sont morts. Mais parce qu'en fait, ils ont sur le coup, ils ont pas intégré le fait qu'ils étaient des victimes de films d'horreur. Et moi, ça me chagrinait en tant que maître de jeu de voir que mes joueurs étaient frustrés. Bien que je leur avais dit, vous êtes des victimes de films d'horreur, vous allez mourir. Donc le jeu de rôle a besoin de conditions pour pouvoir être vécu comme une aventure immersive. Est-ce que c'est ça? Alors, ça dépend du jeu. Ça, je pense que ça dépend complètement du jeu. Si on tombe sur de l'horreur, je pense clairement qu'il vaut mieux que les gens soient prévenus de leur... vraiment, je pense vraiment qu'il faut que les gens soient prévenus en fait dans quel univers ils embarquent en fait, vraiment. Parce que
Si vous, ils jouent des jouets, ça va pas poser de problème. Si on va se retrouver sur du truc type... si on peut tomber sur un truc type Orange Mécanique, je repense à certaines scènes du film qui sont assez violentes. On va peut-être prévenir les gens, leur dire bah, il est possible en fait que vous soyez choqués par certaines choses qui vont arriver dans la narration. Moi, je vais continuer à dérouler mon truc, mais par contre, il faut que vous soyez prévenus si ça ne vous plaît pas. Et je suis tombé beaucoup sur des joueurs en fait qui avaient pour Alien en fait, j'ai eu des joueurs en fait qui ont été frustrés parce que genre ils ont pris leur moi la session était à 16h, ils se sont validés le matin pour y aller et ils sont morts les premiers. Donc leur personnage est mort en premier. Donc pas de chance, moi je dis. C'est vraiment, et puis j'essaye vraiment de faire du hasard en lançant un dé, en disant bah voilà, un tac, 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 c'est toi que je vise, c'est toi que l'alien vise, et bah il suffit que mon jet de dé soit réussi, et puis voilà, et puis je l'ai, puis c'est. Mais ça, je peux comprendre que ça frustre les gens qui veulent venir faire une aventure, s'immerger dans un truc et jouer les héros, clairement, jouer les héros. Et puis en fait, ils tombent sur des créatures qui sont plus fortes qu'eux, des créatures qui sont des créatures plus fortes qu'eux, et du coup, ils ont du mal à gérer, à gérer ça, quoi. En train de regarder les commentaires en même Ouais, temps. c'est ce que je Je regardais voyais que tu aussi. regardais aussi. Si tu veux réagir, tu peux, hein, vous pouvez. Ça ne dépend pas du jeu, car donc Thomas C qui dit ça ne dépend pas du jeu, mais justement le jeu indique la direction scénaristique. On joue à Cult, à Alien, on sait à quoi s'attendre. Le problème arrive lors d'un jeu non destiné au entre guillemets problème, où le maître du jeu en met typiquement un donjon et dragon, où le MJ va se lancer dans des situations des descriptions horrifiques. Je suis plutôt d'accord avec ça. Il faut pas trop. Mais après, on peut tomber, même si la direction scénaristique en fait est prévue pour Cult ou Alien, il y a des gens, en fait, toujours des gens qui voudront jouer les héros et qui penseront que de toute façon, ils vont réussir à survivre parce que ce sont eux les héros. Et puis voilà. Après, je peux comprendre le côté que dans Donjon, le MJ veuille absolument faire de l'horreur. D'ailleurs, il y a des scénarios d'horreur pour Donjons et Dragons. Il y a toute la campagne de Strat, je crois. Je ne sais plus le nom exact où ils se retrouvent en fait face à un vampire. Donc ça. Je pense que c'est au MJ d'expliquer et de dire bah voilà, on va se diriger vers ça et ne pas. Enfin, c'est comme ça qu'il vaut mieux être prévenu, que les gens soient prévenus à l'avance pour leur dire bah voilà, si vous voulez jouer, vous jouez, si vous voulez pas jouer, si ça vous intéresse pas tout ce qui est horreur, et que vous êtes plutôt rebuté, bah ne venez pas jouer à ma table, quoi. La question aussi là, qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des jeux de rôle non destinés aux problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des jeux de rôle où le MJ poserait pas de problème? Pourquoi un jeu de rôle serait exclu de la possibilité de mettre des problèmes? Enfin, dans ce cas-là, on n'a plus de péripéties, on n'a plus rien, et voilà. Et là, apparemment, Donjons et Dragons n'est pas un jeu de rôle qui se prête au fait que le MJ pose problème aux joueurs. En quoi, en fait, Donjons et Dragons ne pourrait pas rentrer ça? Situation dérangeante, mais pourquoi, en fait? Pourquoi Donjons et Dragons ne s'y prêterait pas? Après, effectivement, comme le dit Mathieu, c'est entre le MJ et les joueurs, d'avant la partie, de préciser effectivement dans quoi ils veulent, dans quelle direction très globale ils vont aller. Mais Donjons et Dragons peut tout à fait s'y prêter. Après, effectivement, c'est une question de consentement ludique, on va dire,
entre le MJ et les joueurs qui soient d'accord, effectivement, on ne va pas traumatiser quelqu'un en pleine partie s'il ne supporte pas, je ne sais pas, une description très graphique d'une scène d'horreur. Mais ça, c'est une discussion qui normalement se fait pré-partie entre les MJ et les joueurs, vu qu'est-ce qu'on a envie de jouer, effectivement. Est-ce qu'on pourrait dire que ça, le fait de déranger les joueurs n'enlève en rien la définition de ce qu'est le jeu de rôle? Ah non, non, ça enlève en rien. Le MJ, il est là aussi pour déranger le joueur, sinon c'est trop facile aussi pour le joueur, dans un sens. Sinon, c'est pas intéressant aussi, un MJ qui va toujours dans le sens des joueurs ou qui ne donne pas un petit côté qui nous surprend pas aussi. C'est aussi ça, c'est aussi une question de surprise. Après, dans des questions de description d'horreur graphique ou de choses qu'un joueur peut pas supporter, quand on sait qu'on va partir sur un thème un petit peu horreur, un petit peu graphique, etc., il y a une discussion à avoir entre le MJ et les joueurs avant pour savoir si les joueurs consentent à ça, effectivement. Et par exemple, comme Mathieu disait, le fait de marquer sur un papier les choses que les personnes ne peuvent pas supporter, par exemple en horreur ou ce genre de choses, oui. Mais là, Je- c'est une question de format d'un contrat d'engagement ludique, on va dire. En fait, cette Thomas? notion de, ouais, j'aurais utilisé cette notion de contrat pour reboucler sur autre chose. Mais en fait, ce qui est ça nous rend, en fait, c'est cette question de est-ce qu'il faut contractualiser, enfin, dire être très précis sur ce qui est censé pouvoir se passer, sur les libertés, les contraintes. Donc, il y a les enjeux de sécurité émotionnelle, mais il peut y en avoir d'autres, hein. Très clairement, il y a notamment la différence entre jeu de rôle héroïque et jeu de rôle horrifique, ou en tout cas survivaliste, quoi. Moi, j'ai des gens à l'issue d'une partie de Sombre qui m'ont clairement dit c'est pas du jeu de rôle parce que c'est trop horrifique, survivaliste. Et donc, en fait, ça nous renvoie à des notions, déjà à des notions d'immersion, parce qu'en fait, il y en a qui veulent pas de contractualisation, parce qu'ils veulent avoir la surprise, ils veulent des jeux à secret, des jeux à twist. Et c'est ce qui est demandé sur les scènes immersionnistes. Donc là, on est très OK à ce qu'il n'y ait pas de contractualisation. Et il y en a aussi il y a des personnes qui ont des attendus, en fait, qui ont des attendus sur ce qu'est une partie de jeu de rôle qui est fondée en fait par les expériences précédentes et qui a été modelée aussi par leur goût et qui se font en fait une idée qui peut être des fois être étonnamment précise de ce qu'est un jeu de rôle, de ce qui n'en est pas. Et en fait, ça en vient à vraiment cette difficulté en fait de faire rentrer le terme jeu de rôle dans toutes les cases, quoi. Et, vous allez voir que les critères qui nous amènent à définir ce qu'est un jeu de rôle, ce qui n'en est pas, peuvent être des fois un peu inattendus. On parlait de Sombre, justement. Et donc, son auteur, Johan Scipion, à un moment de l'étape de développement de son jeu, donc c'est un jeu auto-édité, il a voulu proposer un distributeur pour que ce soit mis dans les boutiques. Et donc, il présente le jeu Sombre, qui est en fait un fanzine de 30 pages à peu près, hein, au format A5. Et là, le distributeur lui dit non, mais ça, c'est pas un jeu de rôle. Et ça n'avait rien à voir avec le contenu de Sombre, mais ça avait tout à voir avec son format, en fait. Il disait ça, je ne le mets pas dans une étagère, dans une boutique. Il me faut un jeu format A4, 300 pages. C'est ça un jeu de rôle. Donc voilà, c'était une petite anecdote intéressante pour vous montrer des fois les critères étonnants. Romaric Briand, il a fait une théorie, on va dire, un peu cognitique sur le jeu de rôle qui s'appelle le Maelstrom, où il donne une définition du jeu de rôle. Il dit en fait, le jeu de rôle, c'est un brainstorm. On se met à plusieurs et on essaye ensemble de modeler un contenu fictionnel. Enfin, grosso modo. On modèle une fiction ensemble en permanence, on n'arrête pas de la modifier. Et en fait, après, il s'est rendu compte que les jeux de rôle solo ne pouvaient pas du tout rentrer dans cette définition parce que les jeux de rôle solo, il n'y a qu'une personne, quoi. Et donc, cette notion de brainstorm était totalement caduque. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de rejetons du jeu de rôle papier qui vont se revoir retirés de l'acceptation du commune de jeux de rôle. Par exemple, les RPG vidéo qui sont vraiment descendent en droite ligne des jeux de rôle. Hein, aujourd'hui, on n'appelle plus ça des jeux de rôle. C'est marrant qu'on appelle ça des RPG, tu vois. Ou de même, le jeu de rôle grandeur nature. Très rapidement, ça va plus vraiment être considéré comme du jeu de rôle. D'ailleurs, eux-mêmes, ils appellent ça du GN, tu vois. En fait, le terme jeu de rôle disparaît. On fait des grandeurs nature, quoi. Alors, c'est pas forcément pour des questions de rejet. C'est aussi des fois que cognitivement, ça devient trop lourd à supporter de mettre ensemble dans le même rayon conceptuel les jeux de rôle papier, les jeux de rôle vidéo, les jeux de rôle grandeur nature. C'est pour ça qu'on a fait des termes un peu différents
pour qu'on s'y retrouve et qu'on ait une sorte de langage commun, quoi. Euh, c'est pas. Mais du coup, on arrive à des polémiques rigolotes. Par exemple, à un moment, j'ai fait un article sur, je présente ce qu'est le GN virtuel. C'est quelque chose qui a assez, une forme de jeu qui a pas mal éclaté pendant le confinement, quoi. Et en fait, il y a des gens qui m'ont répondu en commentaire, ah oui, mais ça, le GN virtuel, c'est pas du GN, quoi. Donc, vous voyez, on a des polémiques comme ça qui sont assez drôles, quoi. En fait, ce qu'on peut constater, c'est une archipélisation des pratiques rôlistes. Et ça amène parfois des phénomènes d'ignorance réciproque. Par exemple, si vous allez sur la chaîne YouTube Infinite RPG, il y a des tables rondes entre joueurs et joueuses de jeux de rôle textuels. Et ils s'appellent entre eux les rôlistes. Et vraiment, quand tu les écoutes, tu te rends compte qu'ils connaissent peu ou pas le jeu de rôle papier voilà, qui se joue en présentiel, quoi. Et du coup, bah, dans leur tête, les rôlistes, c'est eux, quoi. Et nous, on est les autres. Et c'est assez drôle parce que les rôlistes, c'est nous, quoi. Tout le monde sait ça. Et ces problèmes de définition, vous allez voir le nombre d'enjeux que ça recoupe. Vous connaissez peut-être le site de référencement, le GROG. Donc, c'est un site qui va référencer les jeux de rôle en français. Et sur ce site, il y a une définition. On peut trouver un article avec une définition du jeu de rôle. C'est une définition qui est assez large. Clairement, on peut y faire rentrer beaucoup de jeux. Les jeux de rôle sans dés, ça passe. Les jeux de rôle sans MJ, ça passe. Enfin, clairement, il n'y a pas de souci. Sauf que dans les faits, le GROG refuse de ficher en fait les jeux narratifs. Donc, les jeux sont MJ et les jeux narratifs se voient refuser la porte du GROG. Donc vous ne trouverez pas Fiasco, vous ne trouverez pas Pour la Reine en fait dans le GROG. Et là, il y a différents. J'en ai un peu discuté avec les matelots, hein. Il y a différentes raisons. La première raison invoquée, c'est on n'a pas le temps et on n'a pas le personnel pour ficher tous les jeux. Et donc les jeux qui sont un peu à la marge, on ne va pas les ficher. Il y a aussi une sorte d'argument de la pente glissante, c'est que, ah oui, mais si on commence à ficher Fiasco, après on va être obligé de ficher Loup-garou tierceleux, puis après on devra ficher Les Aides une fois, puis après on devra ficher le double, quoi. Enfin, en fait, il y a une sorte de crainte que le Grog, ça devienne trick-track, tu vois, à force, quoi. Ce qui est rigolo, c'est que Trick Track, à l'inverse, n'a pas ne se prive pas de fichier des jeux de rôle. Et donc sur Trick Track, vous allez trouver les jeux narratifs, vous allez trouver les jeux de société, les jeux narratifs et des jeux de rôle plus classiques. Bon, un peu en nombre faible, mais ils sont présents aussi sur Trick Track, qui est un peu le concurrent en termes de référencement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le GROG, c'est une autorité légitimatrice. Quelque part, le fait que le GROG refuse de fichier Fiasco Pour la Reine, ça pose des soucis parce que du coup, ça légitime pas ces formes en tant que jeux de rôle. Ils sont pas sur le GROG, donc ce sont pas des jeux de rôle. Alors, il y a eu malheureusement, il y a eu des projets par les scènes alternatives de faire l'équivalent de GROG pour les jeux narratifs. Ça s'est jamais fait. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a Trick Track parce que sinon, en fait, c'est vraiment des jeux qui seraient dans une sorte de fenêtre aveugle du marché, quoi. Et il y a des auteurs de jeux narratifs qui ont carrément expurgé la notion de jeu narratif. Ils parlent juste de jeu, quoi. Vraiment pour éviter toutes les polémiques. Ce que je fais, c'est juste un jeu, quoi. L'auteur d'Innommable, par exemple, faisait ça. Et il y en a même qui pensent que le terme de jeu est problématique. Parce qu'on l'a vu, si tu fais un drame social, est-ce que c'est vraiment un jeu? Si tu fais du team building, est-ce que c'est vraiment un jeu? Si tu fais un roleplay en psychologie, est-ce que c'est un jeu? Et, et donc, par exemple, sur la scène GN, on a beaucoup de GN qui sont un peu des GN à message, tu vois, genre le quota où tu vas jouer des migrants, des jeux où tu vas jouer des personnes qui ont le sida, et ainsi de suite, quoi. Et impulsé un peu par cette scène, il y a un article sur ElectroGN qui disent qu'il ne faut pas parler de jeu, on ne doit pas parler de jeu, on parle de GN, et on ne dit pas les joueuses, on dit les participantes. Et ça, c'est pour, entre guillemets, ne pas tromper les personnes sur la marchandise, parce qu'en fait, l'expérience ne sera pas forcément ludique. Voilà, si on joue un drame. Alors après, il y a des auteurs comme Axial Cazeneuve qui estiment que jouer pour le drama, en fait, ça peut être une attitude ludique. C'est une forme d'attitude ludique qui est, on joue pour le plaisir de pleurer, quoi. En gros, pour faire simple. Bon, le terme technique, c'est la parapathie, quoi. Mais il y a des GN, notamment les GN à message, qui même cette attitude-là est proscrite comme étant une sorte de tourisme. Voilà. Si tu vas dans un GN où tu joues des migrants, mais que tu vas juste pour le plaisir de vivre une histoire triste,
eh ben, en fait, en quelque sorte, tu ferais du tourisme de l'identité, tu vois, ce serait une sorte d'appropriation du vécu de ces personnes, et qu'en fait, il faudrait faire participer à ce GN que dans un but de se sensibiliser. Et du coup, il faudrait mettre vraiment de côté toute attitude ludique, en fait, pour être voilà, dans une forme de respect, quoi. Alors, je fais exprès hein, de prendre des cas très très liminaires, mais de toute façon, c'est le sujet, quoi. Euh, et pareil, toutes les formes de jeu, que ce soit jeu de rôle, GN, mais qui mettent vraiment l'accent soit sur l'expérience immersive, soit sur la performance artistique, eh bien, ils vont mettre pas mal de côté ce terme jeu qui devient un peu encombrant, quoi. Il y a un article sur le blog 8 mai là, qui, pareil, explique, c'est un rôliste qui explique pourquoi il n'utilise plus le terme jeu, quoi. Et à l'inverse, on va trouver l'expression qui est assez drôle, c'est l'expression jeu de rôle ludique. C'est-à-dire qu'avec le fleurissement de pratiques telles que le roleplay, le team building, eh bien, on va rajouter l'étiquette jeu de rôle ludique pour dire, bon voilà, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle ludique. On est là pour s'amuser. Il y aura pas, vous n'allez pas ressortir avec plus de connaissances sur votre inconscient ou sur ou sur votre patron, quoi. Et, et on voit en fait que du coup, dès qu'un jeu de rôle commence à s'hybrider, et notamment à aller vers des choses qui sont un peu contingentes du jeu, on peut se faire refuser le terme jeu de rôle. J'ai écrit un jeu de rôle qui s'appelle Ho'oponopono. Ho'oponopono, à la base, c'est un rituel de guérison qui est inspiré de pratiques polynésiennes, qui a beaucoup infusé dans le milieu du développement personnel et de la psychothérapie. Et donc voilà, entre guillemets, c'est une succession de phases où on va dire aux personnes qu'on les pardonne, qu'on les remercie, tout ça, ainsi de suite. Donc là, de base, le Ho'oponopono, c'est pas du tout du jeu de rôle. Le jeu de rôle que j'ai fait, qui porte le même nom, il est différent dans le sens où on va jouer des personnages fictifs qui font un Ho'oponopono. Et donc qui ont un vécu qui peut être différent d'une autre, et ainsi de suite, quoi. Eh bien, il y a un site qui référence des mini-jeux qui s'appelle Trop Pas Lu. Donc, j'ai soumis ce jeu à Trop Pas Lu et ils m'ont dit, je suis désolé, on ne peut pas le fichier parce que c'est pas un jeu de rôle. Pour nous, l'approche thérapeutique est trop présente. Euh, à l'inverse, des fois, on va avoir des auteurs, des auteuristes qui vont utiliser le terme jeu de rôle un peu comme un argument de vente, un argument tout simplement pour avoir des personnes qui viennent jouer, quoi. Euh, j'ai tendance, moi, personnellement, à faire beaucoup passer les jeux narratifs en contrebande quand je vais en convention. C'est-à-dire que voilà, je vais présenter un jeu sans MJ où on vit des drames, ceci, cela, avec de la narration partagée et un accent mis sur l'histoire. Et je vais dire, c'est un jeu de rôle. Parce qu'en fait, je vais surtout mettre en avant, moi, ce qui m'intéresse de mettre en avant, c'est l'ambiance, c'est l'univers de jeu. Et finalement, l'aspect gameplay, partage de la narration, c'est pas du tout un truc que j'ai spécialement personnellement envie de présenter. Des fois, j'ai un peu peur que les gens ne viennent pas parce que le gameplay leur plaît pas. Donc, moi, je préfère leur mettre en avant le côté, quel type d'expérience immersive vous allez vivre. Et après, le gameplay, vous verrez en cours de jeu. Alors après, je suis tout à fait d'accord que ça peut être vu comme de la contrebande. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Moi, je voulais juste rebondir sur le fait de noter la notion de jeu de rôle en fait sur les boîtes de jeux, les livres ou même sur un post YouTube, hein. Enfin, si c'est pour vendre du jeu de rôle, puis c'est juste pour vendre du jeu de rôle, alors que ce n'est pas un. Alors qu'en fait, c'est de la SMR. Ouais, ouais, bah moi j'appelle ça de la publicité mensongère, mais euh, mais du coup, je me dis qu'il faut je peux comprendre en fait. Du coup, je comprends ton point de vue en fait. euh, en disant bah, c'est du jeu de rôle pour que les gens puissent venir à ta table et que tu puisses du coup toi pouvoir jouer avec eux. Ça, je peux le comprendre, hein, tout à fait. Mais pour moi, pour moi, ça n'en est pas en fait, hein. Si ça ressemble à, si ça n'a pas le goût du jeu de rôle que je souhaite, si je peux pas, s'il y a des règles, enfin, ça, je reprends ce que j'avais dit avant du coup, mais s'il y a des règles qui sont trop restrictives et que je peux pas m'étendre en fait sur ça, je n'appelle pas ça un jeu de rôle en fait. Mais euh,
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça non, si je voulais rebondir par rapport, en fait, je voulais parler aussi des MMO qui ont ramené la notion de jeu de rôle au niveau des jeux vidéo. Pour moi, j'ai jamais considéré ça comme un jeu de rôle, en fait. Pour moi, c'était une hérésie, en fait, alors que d'autres voyaient ça comme une révolution au niveau des jeux vidéo. Euh, mais j'ai conscience que ça a révolutionné le monde du jeu de rôle, hein. Sachant que suite à l'échec de la V4 de Donjons et Dragons, pour la V5, ils se sont servis de certains éléments de World of Warcraft. Donc on peut remarquer en fait que les uns influencent les autres et vice-versa. Est-ce que Life is Strange ou Fallout, on peut dire que c'est du jeu de rôle vidéo? Ça, justement, je voulais ça. Alors, en fait, je pense que tous ces jeux en fait qui sont faits, tous les jeux vidéo en fait qui sont faits récemment, les jeux de solo, etc. Moi, j'avais noté Fable, l'Appel de Cthulhu, Skyrim et Sinking City. Mais du coup, je pense que tous ces jeux en fait, ils ont un défaut, c'est qu'ils ont juste le point de vue en fait des développeurs du jeu. Et je trouve que ça manque d'imaginaire. Après, quelle différence tu fais par rapport, parce qu'il y a aussi il y a le il y a le jeu vidéo en lui-même, et qu'est-ce que tu penses des personnes qui font la scène RP qu'on a dans World of Warcraft, parce que des personnes qui jouent RP dans WoW, aussi des RP solo, c'est-à-dire par exemple, il y a des gens qui jouent à Fortnite, et en fait, ils s'imaginent dans leur tête c'est quoi la vie de leur personnage, tu vois. Alors c'est totalement solo pour le coup, mais tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses des personnes qui vont s'approprier l'objet comme étant juste en fait un média pour leur pratique rôliste. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser les dés et puis un MJ, on va utiliser WoW comme support, quoi. Je voyais pas ça comme ça en fait. Je voyais juste ça comme un jeu vidéo que les gens sont derrière un écran et ils se jouent entre eux. J'ai pas cette vision en fait Moi, je suis vraiment un peu complètement extérieur en fait aux gens qui jouent à ces jeux vidéo, même si je joue à certains, j'en ai joué à certains, dont Fable et Sinking City, mais ça reste encore, euh, je trouve qu'on est, en fait, on est cadré, on a un objectif, on avance vers un truc et on ne peut pas faire n'importe quoi parce que il y a les manettes permettent de donner un coup de poing, d'aller parler à un personnage. On peut pas, s'il y a une porte qui a un endroit que le développeur n'a pas prévu que cette porte s'ouvre, la porte elle s'ouvre pas, on est face à un mur. Donc c'est ça que je trouve dommage en fait, c'est que ce soit pas vraiment expansif, mais c'est ce défaut que je reproche en fait aux jeux vidéo, même s'il y a de plus en plus de jeux vidéo qui se rapprochent en fait des jeux de rôle et qui essayent il y a ce côté de dire où l'avantage du jeu de rôle, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux, peu importe que ça reste dans le cadre et que, même peut-être pas dans le cadre, mais que ça reste. Enfin, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux parce que tu utilises ton imagination en fait. Et du coup, et ça, j'en reviens au slogan de mon association qui est tiré parce que mon association s'appelle Retour vers le jeu de rôle et mon slogan c'est là où on va, on n'a pas besoin de route. Et c'est clairement ça, en fait. Avec le jeu de rôle, là où on va, on n'a pas besoin de route. On a juste besoin de notre imagination, en fait. Donc un Ouais. marqueur en fait au-delà du roleplay, finalement un marqueur qui est important pour toi, c'est la liberté, quoi. C'est la liberté qui est permise par le fait qu'il y a un MJ qui peut te permettre d'explorer. Enfin, il y a pas de limite, de mur invisible, de choses comme ça, quoi. C'est ça. Les MJ qui achètent des kits de scénarios où ils peuvent pas se permettre de trop en sortir, pour toi, est-ce qu'on peut dire que c'est pas vraiment le jeu de rôle que tu attendrais, puisque c'est beaucoup plus, j'allais dire, linéaire. En tout cas, il n'y a pas cette liberté vraiment que tu peux te permettre en tant que joueur.
Ouais, je suis tombé en fait sur des MJ qui voulaient rester absolument dans le cadre, et dès que moi je partais ailleurs, du coup, bah, ils me recadraient, mais j'ai la version de L5A où je jouais un personnage vraiment bourrin et qu'on n'a rien à faire en fait de son environnement. On passe à côté d'une forêt, je vois un cerf, je fais bon bah je tire, hein. J'ai faim, j'ai besoin de me faire à manger, je prends mon arc, je tire, j'essaye de... Et du coup, bah, le MJ a tout fait pour en fait me dézinguer, parce que du coup, ça allait pas dans son sens, et que ça avançait pas, quoi. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça dommage que justement qu'ils m'en mettent plein la tronche parce que j'allais pas dans ce scénar. Et puis après, arrive dans le village qui est un peu plus loin. Ils me disent, bah, en fait, la forêt, en fait, c'était une forêt magique, quoi, avec des animaux magiques, hein. Est-ce qu'on peut demander à Julie par rapport à tes expériences, par rapport à tes études, qu'est-ce que tu as à dire sur cette dimension exploratoire, et est-ce que ça a un rapport avec la narration Oui, bah, c'est le fait, c'est la question d'immersion et la question de jouer un personnage, hein. C'est vrai qu'on dit jeu de rôle, et le problème, c'est que jeu de rôle, c'est aussi un roleplay, pour le prendre en anglais parce qu'on ne le sépare plus. C'est juste le fait qu'une personne s'invente quelque chose et s'immerse dans cette invention narrative imaginaire qui se fait en soi. C'est juste qu'on l'inclut dans la pratique du jeu de rôle. Je vais rajouter sur table, parce que j'ai tendance à rajouter sur table, même si on ne le fait pas sur table, juste pour justement séparer jeu de rôle, terme, on va dire, un peu psychologique, un peu anthropologique, qu'on trouve un peu partout, hein, qui a une capacité humaine, hein, de s'inventer quelque chose et de s'immerger dedans. Et oula, je suis en train de perdre le fil déjà. Tu peux répéter ta question, Thomas, si tu veux. Ouais, je veux bien, tu me répètes la question, je me perds toute seule. Ah, En fait, on a l'impression que pour Mathieu, ce qui est important, c'est le côté de pouvoir tout explorer. Ouais. Et quelque part, ça l'amène à proposer une définition du jeu de rôle qui est entre guillemets assez précise, quoi. Et, en fait, est-ce que c'est compatible avec la notion de narration, cette idée de... Enfin, est-ce que tu places ça sur le même point de vue de la narration, ou est-ce que c'est encore autre chose, cette idée que... Oui, oui, alors, on non, va mais parler en de l'agentivité, notamment. Est-ce que le personnage est agent de son histoire et qui peut faire des choix et qui n'ont pas à être contraints, en fait, par un scénario, quoi? alors malheureusement, agentivité, ça veut pas dire ça. Ça peut être Éclaire-nous, agent. à la limite, éclaire-nous. Alors, je pense qu'en fait, c'est Ouais, un c'est terme un qui va terme circuler en jeu de rôle, technique. mais il est sans doute différent du terme dont il est initial. Donc, vas-y, éclaire-nous sur ce que L'agentivity, tu appelles parce que l'agentivité. Ouais. c'est un terme anglais, agentivity. Si on reprend, on est beaucoup utilisé en anthropologie. Il faudrait que je retrouve. C'est Arjuna Padurai, notamment, qui parle de ça. C'est la capacité de quelqu'un dans une situation à faire des choix. En soi, si on est très très simple, c'est ça, hein. C'est l'agentivity de quelqu'un, c'est la capacité de quelqu'un à pouvoir faire des choix. Le choix va être restreint selon la situation, l'environnement, le cadre, la capacité de tout un chacun. Et effectivement, dans le jeu de rôle, on a une notion d'agentivity, qui est notamment, dont la restriction est notamment à la simple capacité d'imagination des joueurs et au choix du MJ par rapport à l'univers qu'il a choisi et par rapport au gameplay qu'il a choisi. Parce que on ne joue pas un jeu de rôle sans avoir un minimum un choix de gameplay et un choix d'univers. C'est un peu compliqué sinon. Et du coup, oui, ce que veut Mathieu, c'est avoir une capacité d'agentivity la plus grande Importante, ouais. possible, Ouais, ouais. parce que c'est ce qui lui plaît, probablement, parce que c'est peut-être aussi ce qui permet à Mathieu de pouvoir s'immerger, parce que ce qui lui plaît, c'est peut-être de laisser aller son imagination le plus loin possible sans avoir justement ces contraintes qu'on retrouve dans la vie réelle. C'est peut-être aussi pour ça qu'il joue au jeu de rôle, dans un sens. C'est pour se libérer de ces contraintes-là aussi. C'est d'ailleurs la raison de beaucoup de gens du fait de jouer au jeu de rôle sur table, du fait de jouer au RPG en termes de jeux vidéo. C'est aussi ce fait
perdre les contraintes, d'aller aller son imagination. C'est le principe du jeu aussi, hein, c'est de plus avoir les carcans de la réalité aussi. Et oui, Mathieu veut juste avoir une agentivity la plus grande possible. Et ça va dépendre. C'est une forme de contrat aussi, peut-être, entre les joueurs et le MJ, de se dire à quel point vous voulez avoir de liberté, de liberté dans votre capacité de choix, d'imagination, etc. C'est peut-être justement, ça fait peut-être partie du contrat entre les MJ et les joueurs. Mais un jeu de rôle qui limiterait plus la gentility des joueurs et du MJ serait toujours pour moi du jeu de rôle. Hein. Après, effectivement, si on n'a plus aucune capacité de choix, d'action et d'imagination, bah, on n'est plus dans du jeu de rôle, effectivement. Là, c'est plus possible. Par exemple, Mais... il y a des jeux de rôle et des GN qu'on va appeler les jeux à chapitre, où tu as un personnage assez écrit. Et en fait, le jeu va être découpé en scènes. Et grosso modo, on va dire, bah, scène 1, il faut que, je dis n'importe quoi, tu dois aller faire une déclaration d'amour à tel autre personnage. Scène 2, il faut que tu te mettes en colère avec tel autre. Et en fait, c'est quasiment comme du théâtre, sauf que ton texte n'est pas écrit, c'est juste à des indications scéniques. Vraiment, c'est un bel exemple de jeu où là, tu viens pas jouer pour de la gentilité, enfin, ou alors tes espaces de liberté, ils vont être très restreints. Ça va être dans la façon dont tu vas jouer la scène, mais les décisions du personnage sont quand même assez scriptées, quoi. Ouais, mais après, je sais que pour certains joueurs, c'est un peu aussi leur kiff. C'est d'avoir ces restrictions et de voir jusqu'à quel point ils sont capables de faire aller leur imagination, etc., dans le carcan de ces restrictions. Quelle différence entre théâtre d'improvisation, jeu de rôle et ce qu'on vient de dire, scène à quête obligatoire? Jeu à chapitre. Ouais. Bah, la différence est mince, en fait, en réalité, quoi. Le théâtre d'improvisation va souvent être invoqué quand il va s'agir de parler de jeux de rôle. Néanmoins, quand on voit, nous on a eu un phénomène intéressant, c'est la création d'un blog qui s'appelle Je ne suis pas MJMé, qui est écrit par Eugénie, qui est une personne qui a découvert le jeu de rôle à 30 ans, et avant, elle était issue du théâtre d'improvisation. Donc, elle a tout de suite vu des ponts, ça l'a intéressée et tout. Mais en même temps, elle s'est rendue compte que quand elle commençait à jouer au jeu de rôle comme elle faisait en impro, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était une extraterrestre et que les gens jouaient pas au jeu de rôle comme elle. Elle pensait que, enfin, ça fonctionnait pas du tout comme le théâtre d'improvisation. Et du coup, elle a amené en fait toute une série de conseils. Elle a expliqué comment elle jouait. Parce qu'en fait, elle a continué quand même. Elle a persévéré dans sa façon de jouer, assez inspirée du théâtre d'impro, qui est en fait très basée. C'est une approche qui est beaucoup basée sur la performance artistique en fait, et ça c'est pas forcément commun dans tous les jeux de rôle, quoi. Et donc dans son blog en fait, elle explique comment elle s'y prend, et finalement après c'est une pratique à essaimer et on a aussi été plusieurs à se reconnaître, et on s'est rendu compte, il y a un certain nombre de rôlistes qui se sont rendus compte que c'était un peu des Monsieur Jourdain du théâtre d'impro, quoi, grâce à son blog, quoi. J'espère que je ne confie pas le débat, mais j'aimerais revenir sur la notion de définition du jeu de rôle, en fait. Parce qu'on voit qu'on a du mal à la poser, c'est très mouvant. Et donc, je me suis posé la question personnellement, quelle définition garder? On voit que l'emploi du terme jeu de rôle, il est assez délicat, c'est objet de certaines crispations. Euh, et par exemple, si vous faites de l'initiation au jeu de rôle avec du jeu d'aventure et du jeu narratif, on peut vous reprocher Mathieu, tu l'as très bien exprimé, dire oui, mais en fait, tu n'as pas initié la personne à du jeu de rôle. Enfin, si tu fais jouer à Pour la Reine et que tu dis c'est bon, tu as découvert le jeu de rôle, en fait, la personne n'a pas découvert le jeu de rôle. Donc, ça, c'est un débat qu'on a. D'autres diraient, en fait, il faut juste dire que je t'ai fait découvrir un jeu, quoi, un jeu de rôle, et il y en a plein des différents, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de manuels de jeux de rôle qui font carrément l'impasse de la définition du jeu de rôle. C'est devenu un sujet à la fois trop délicat, puis même c'est vu comme étant assez ringard en fait. Donc plus personne ne met définition du jeu de rôle dans ses manuels. Pour autant, on se voit bien que pour réfléchir, on peut avoir besoin de définir c'est quoi le média, quoi. Et peut-être aussi pour enfin pouvoir recommencer à se parler, quoi. Et de continuer à réfléchir sur notre loisir, quoi. Déjà, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, on l'a vu avec l'émergence des RPG vidéo, du GN,
c'est que la définition du jeu de rôle, elle porte en elle une obsolescence programmée. Ça va forcément évoluer, il y a des nouvelles... Et donc, il y aura toujours cette question de savoir, est-ce que les nouveaux trucs, on les garde ou est-ce qu'on les intègre à une nouvelle définition mouvante du jeu de rôle, quoi. On a vu que des fois, ça portait sur des petits aspects très précis, des fois très matériels. Moi, on m'a déjà dit, voilà, c'est pas du jeu de rôle parce qu'il n'y avait pas de dés, tu vois. Après, souvent, c'est pas si idiot que ça de dire ça, parce qu'en fait, il voulait dire, il n'y a pas de dés, ça veut dire que du coup, j'ai pas de contrôle sur mon agentivité, parce que c'est vrai que, par exemple, dans la scène du jeu de rôle sans règles, on se rend compte que le MJ, il a un pouvoir plus important pour trancher les situations du fait de l'absence de dés, voire même de règles. Donc, il y en a pour qui, voilà, ça paraît idiot de dire, oh, le jeu de rôle sans dés, c'est pas du jeu de rôle, mais en fait, il y a des réflexions derrière sur la notion de gameplay, de liberté du personnage qui sont vraiment à prendre en compte. Et Frédéric Sintès, il présente 3 formes qui me paraissent vraiment intéressantes. Il explique qu'il y a un peu 3 formes de jeu de rôle. C'est selon la façon dont tu utilises ton personnage. Il y a la posture d'acteur. Donc ça, c'est dans la scène principale où vraiment tu es acteur de ton personnage. Tu prends les décisions pour lui. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est ce qui est important. Il y a la posture de pion où en fait ton personnage c'est juste un pion, une figurine que tu déplaces sur un plateau et vraiment en fait tu es en train de jouer à un jeu de société et les sentiments, les objectifs de ton personnage ne sont pas importants et ils sont ils sont pas différents des tiens quoi. Donc c'est juste ton personnage c'est un objet comme un autre pour gagner le scénario quoi. Et puis on a la posture d'auteur où en fait ton personnage, à nouveau, n'est qu'un outil comme un autre pour raconter une belle histoire. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, je ne vais pas hésiter à mettre mon personnage dans les ennuis parce que j'estime que ça raconte une belle histoire, quoi. Tandis que dans la posture d'acteur, on est censé défendre son personnage, c'est-à-dire de l'aider à accomplir ses objectifs, quoi. On est censé jouer pour lui, quoi. Tandis qu'on se joue de lui dans le mode auteur. Et je pense que vous avez tout de suite reconnu la distinction jeu d'aventure, jeu de rôle et jeu narratif. Et en fait, on va retrouver à quoi sert notre personnage. Et c'est ça qui marquerait une différence. Et ça en vient d'ailleurs que du coup certaines personnes ont disqualifié Donjons et Dragons et même la 5e édition vont dire Donjons et Dragons c'est pas du jeu de rôle parce que l'aspect de jeu de société est trop présent, on fait que enchaîner les combats, tout ça. C'est pas du jeu de rôle parce qu'en fait on aurait une posture de pion et que c'est assez rare les parties de Donjons et Dragons, il y aurait vraiment beaucoup de roleplay, d'histoire et tout. Bon, là c'est une polémique que je réserve à ceux qui l'ont créé, hein, j'ai pas d'avis là-dessus. Et donc, c'est aussi pour ça que les jeux narratifs vont être exclus du spectre du jeu de rôle parce qu'il n'y aurait pas cette posture d'acteur, quoi. Alors, il y en a qui ont vraiment essayé d'avoir des définitions très larges. Vincent Baker et Emily Kerbos, par exemple, ils disent le jeu de rôle, c'est une conversation. Éventuellement, une conversation avec des règles, quoi. Donc, cette définition, elle a un avantage, c'est elle va réhabiliter les jeux narratifs, hein, clairement, et même des loups-garous de tierce-lieu, des 8 seigneurs des ténèbres, bah, ça colle, hein. Oui, c'est une conversation avec des règles, il n'y a pas de souci. Mais son défaut, c'est qu'elle peut intégrer des jeux où la notion de rôle est absente. Par exemple, il était une fois. Parce que une conversation, on ne parle pas de personnage attribué à quelqu'un, quoi. Ou il y a des jeux où la notion de personnage est très cosmétique. Par exemple, Petit meurtre entre amis, où vous essayez de vous défendre d'une accusation de crime, mais en réalité, votre personnage, on s'en fiche totalement. Le but, c'est de placer des mots-clés. Et en fait, celui qui est coupable, il ne connaît pas les mots-clés à l'avance, il faut qu'il les devine. En fait, donc ton rôle n'a aucune importance. Tu peux faire du rôle. Si tu joues avec des gars qui font une théâtre d'impro, ça va être super drôle parce qu'ils vont interpréter un personnage, mais c'est pas du tout le but du jeu, quoi. Coralie David, elle a fait une thèse sur le jeu de rôle, sur la narration, et elle essaye de lever un lièvre. En fait, c'est quoi la particularité du jeu de rôle, on va dire mainstream, quoi? C'est la notion d'intercréativité aussi. C'est qu'il y a une fiction qui serait modelée par toute la table, hein. Donc, on sort aussi cette notion de personnage. Il faut aussi qu'il y ait, par exemple, si je demande est-ce qu'il y a un forgeron dans le village et qu'on te répond oui, il y a un forgeron ou non, il y a un forgeron, vous voyez, il y a quelque chose qui se noue autour de la création quand même commune de fiction. Mais pas forcément dans le but de créer une histoire, mais dans le but de créer une réalité, quoi.
Moi, personnellement, j'y adosse souvent la notion d'interactivité. On en a parlé, la liberté d'action, la gentilité, et aussi la notion d'interprétation, c'est-à-dire de faire des hypothèses sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, moi, je pense que c'est lui le coupable, ainsi de suite, qui peuvent ensuite fertiliser l'aventure, quoi. Et Alban Damien, il a une définition du jeu de rôle qui est très large, que je trouve intéressante. Il parle d'interdiégétique. Il dit, en fait, il y a un D'inter quoi? phénomène d'interdiégétique. Alors, le terme est barbare, je vous l'accorde. Il dit, il se passe quelque chose du domaine du jeu de rôle, en fait, quand à un moment dans un jeu, il y a un phénomène interdiégétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand la narration du jeu va influer sur tes choix de jeu. Donc, c'est quelque chose qu'on va beaucoup observer dans certains jeux vidéo, tels que les mondes ouverts, par exemple, où tu vas prendre des décisions de jeu pas parce que ça permet de faire gagner ton personnage, mais parce que tu as envie d'explorer tel endroit, parce que tu es amoureux de tel figurant, et ainsi de suite. Et en fait, voilà, la narration va t'amener à faire des choix que tu n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cette couche narrative, quoi. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est exploité à fond dans les jeux de rôle, hein, papier, vous avez bien compris. Euh, Moi, j'aime bien, je reviens à nouveau sur ce recentrement sur la notion de personnage qui me paraît quand même important. Et ça permet d'intégrer des pratiques vraiment liminaires. Par exemple, on a parlé du RP dans Fortnite. La personne, elle joue dans sa tête, elle imagine les pensées de son personnage, son background. Il y a aussi le shifting qui est pratiqué par des ados, où en fait, tu vas t'allonger dans ton lit, tu vas imaginer que tu es dans le monde de Harry Potter, et puis tu vas te faire ton délire comme ça. Mais par contre, c'est-à-dire qu'il y a des jeux narratifs qu'on ne peut pas intégrer, tels que les jeux un peu de soit Ars Magica, où on joue plusieurs personnages, alors que par ailleurs, il y a énormément enfin, ça ressemble beaucoup à un jeu de rôle classique. Microscope, où on va faire la création d'un univers, ou The Quiet Year, où on va développer en fait un territoire, quoi. Et en fait, là, la notion de personnage, elle est très contingente, quoi. On a beaucoup parlé d'émergence. Moi, je pense que l'émergence, ça paraît un critère important, hein. Le fait qu'en fait, des situations émergent qui n'ont pas été préprogrammées par le jeu. Moi, c'est ma définition, voilà, d'ascenseur de l'émergence. C'est-à-dire que le jeu, il va rendre possible des situations, mais elles ne vont exister que parce qu'il y a une décision et une imagination des joueuses. Donc, techniquement, par exemple, le RP dans World of Warcraft, c'est un phénomène d'émergence, quoi. Il y en a qui vont dire, ce qui est important dans le jeu de rôle, c'est qu'il y ait une interface humaine. Donc concrètement, ça veut dire des autres joueuses, éventuellement un MJ. Ça veut dire que du coup, les RPG, ça peut pas être du jeu de rôle. Ça voudrait. Mais alors, maintenant, ce problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire du jeu de rôle avec en utilisant une IA comme arbitre, une IA textuelle, quoi. Et donc, on fait quoi de ça? Voilà. Bon, je laisse un peu le truc. En fait, en vrai, j'ai pas vraiment. Vous avez vous rendu compte que j'ai pas mis une définition. J'essaie juste de dire qu'il y a plein d'énumérer les critères qui paraissent importants à prendre en compte quand on veut élaborer une définition. Moi, personnellement, j'essaie d'avoir une définition la plus large possible, parce qu'en tant qu'auteur, c'est plus facile, ça me permet d'élaborer des nouvelles formes, par exemple des jeux dont vous êtes le héros, où en fait on va demander à la lectrice d'imaginer des situations qui ne sont pas décrites et qui vont ensuite influer sur ses futurs choix. Ça permet je pense que ça permet de l'émergence de jeux comme les Escape Tales, qui sont, vous savez, c'est des boîtes d'escape room, mais en fait, il y a une histoire, il y a des choix, c'est un mélange en fait entre escape room, entre livre dont vous êtes le héros et jeu de rôle, quoi. Donc, si on n'a pas une définition très large, on ne peut pas créer ces nouvelles formes. Alors, je vois qu'il nous reste pile poil 5 minutes. Ce que je propose, c'est que je vous laisse le mot de la fin. Et si il y a des questions du public, que vous continuez sur les salons de discussion de Discord que je vous ai mis dans la conversation. Donc, je vous laisse le petit mot de la fin, là, 4 minutes. En conclusion, on va dire assez succincte pour clôturer cette problématique des définitions du jeu de rôle. Exercice difficile, n'est-ce pas? C'est ça. C'est qu'il y a des définitions et peut-être pas une définition déjà, peut-être potentiellement. Tout à fait. Rien que le fait d'établir que c'est pas une définition, c'est des définitions. Est-ce qu'il n'y a pas autant de définitions qu'il y a de personnes qui jouent au jeu de rôle en soi?
c'est tellement... On a compris que c'était quand même assez subjectif, hein, tout ça. Et Après, que la définition choisie par la personne établit la capacité ou non d'hybridation de sa pratique de jeu de rôle. Hein. je pense que ça dépend surtout en fait de notre vécu en fait pour avoir une définition Voilà. claire. C'est notre vécu qui fait que euh, on a une certaine définition et qu'on ne sera pas forcément d'accord avec les autres sur leur définition. Euh, Moi, par exemple, en fait, clairement, je dis que j'ai commencé le jeu de rôle à 8 ans, alors qu'en fait, j'ai commencé un peu plus tard avec Donjons et Dragons, parce que du coup, il y avait Talisman, c'est juste un jeu de plateau, c'est juste qu'en fait, du coup, comme il y avait un MJ, bah, du Tu coup, jouais avec une attitude rôliste. je considère ça comme un jeu de rôle pour moi. Donc, je le considère toujours comme la base en fait de ce que j'ai pu de ce qui m'a permis de commencer le jeu de rôle. En fait, j'ai l'impression, ce sera mon mot de la fin à moi, c'est que le jeu qu'on va utiliser, le dispositif qu'on va utiliser est important, mais finalement, ça va être une partie de jeu de rôle, surtout si toutes les personnes à jouer ont une attitude rôliste. Et si vous prenez par exemple pour l'arène, si vous jouez avec des non-rôlistes, ça ne sera pas un jeu de rôle. Mais si vous jouez avec des rôlistes, vous allez voir qu'ils vont jouer d'une façon un peu différente. Pareil, on a fait des parties sur des plateformes de RPG. Il y a un site qui s'appelle Gaver. En fait, c'est un site de chat, mais vous avez une interface, c'est une plateforme de RPG. Vous avez un petit avatar qui se déplace et votre micro se déclenche quand vous approchez d'un autre avatar. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ça, on s'est créé des personnages et on a fait du RP dedans, quoi. Mais ça aurait jamais pu fonctionner si toutes les personnes présentes n'avaient pas une expérience du jeu de rôle, du GN, et ne savaient pas finalement instinctivement quoi faire pour qu'il y ait une interprétation de personnage et une histoire qui se déplie, quoi. À ce sujet, sur le site rollevent.fr, dans la catégorie conférences programmées et toutes les autres activités, il y a effectivement un intervenant qui propose une expérience sur Gather. Donc, si vous ne connaissez pas Gather, je vous invite à faire, j'en propose plusieurs en plus dans le week-end, à faire son activité puisqu'il va proposer une expérience de jeu de rôle dans Gather et comment est-ce qu'on peut organiser des expériences holistiques sur des métavers de manière générale. Donc n'hésitez pas à explorer un petit peu tout ça. Il y a des nouvelles technologies qui vont être proposées aussi ce week-end, comme Stories, comme Foundry VTT. Enfin, il y a beaucoup de logiciels qui sont tout à fait optimisés pour les expériences holistiques, immersives, narratives, tout ce que vous voulez, pour expérimenter toutes les définitions possibles du JDR. Et c'est aussi, bien évidemment, l'objectif de cet événement. N'oubliez pas de faire vos dons. Je vous ai mis les liens dans la discussion. Et si vous souhaitez continuer à discuter des définitions de jeu de rôle, vous pouvez cliquer dès maintenant sur Suite discussion texte 3, texte et vocal. Je vous laisse quelques secondes pour cliquer dessus, puisqu'après je vais devoir laisser la place à la conférence suivante. Et donc, on va tous être éjectés de cet espace. On ne pourra plus cliquer dessus. Donc, faites-le dès maintenant. Et je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'était extrêmement intéressant. Voilà, donc n'oubliez pas de faire vos dons et si vous ne pouvez pas donner, bien sûr, transmettre ces informations autour de vous, communiquer sur l'événement. Et voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à Merci. vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.